Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo avec Salomé, c'est donc la 5e vidéo. Et comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, eh bien, on va répondre à vos questions. Donc il y a beaucoup de questions. Je pense pas qu'on puisse répondre à toutes vos questions, mais c'est pas grave, on va faire notre maximum. Et on démarre tout de suite avec Salomé. Coucou Salomé. Et salut David, bonjour à tous les petits geeks qui traînent par là. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois pour cette fois échanger plus sur le fond de vos souhaits, de vos quêtes, de vos inquiétudes, de vos questionnements. Et j'espère qu'avec David, on saura le plus possible être précis, vulgariser au mieux et vous permettre de mettre en place les conseils le plus facilement possible. Alors on va être vraiment dans le concret du coup, parce que c'est vrai que quand on fait nos vidéos, on a une vision globale, on pense à tout un tas de choses, et puis il y a plein de petites choses auxquelles on ne pense pas. Et je me rends compte en lisant toutes les questions que effectivement, il y a des questions qui peuvent paraître un peu bêtes, pas bêtes, mais en tout cas auxquelles on ne pense pas, c'est des questions un peu basiques. Eh ben non, finalement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent les mêmes questions et finalement, eh ben, c'est pas si basique que ça et c'est juste que nous, on ne peut pas penser à tout. Alors, comment on va fonctionner? Eh ben, c'est très simple. Je vais lire les questions. Ensuite, soit je réponds directement, soit Salomé répond et ensuite je rajoute quelque chose. On va voir comment on va faire suivant les questions. La plupart des questions que vous avez posées, j'ai apporté une réponse, ou Salomé a déjà apporté une réponse sous une des 4 vidéos. D'ailleurs, si vous voulez visionner les vidéos, eh ben, le lien est évidemment dans la description. Les 4 liens des 4 vidéos sont dans la description. Donc il y a déjà une réponse, mais forcément, je me doute que vous n'allez pas lire tous les commentaires de toutes les personnes de nos 4 vidéos. Et j'ai sélectionné parmi toutes ces questions celles qui me semblent les plus pertinentes et qui pourraient intéresser le plus de gens. Donc, on démarre. Bonjour David, merci pour cette interview très enrichissante. J'ai 2 petites questions. Je prends des Cafilus qui sont des yaourts avec lait fermenté pour renforcer mon microbiote. Est-ce que tu déconseilles aussi quand on a besoin de diminuer son inflammation? Donc c'est parce que c'est un produit laitier. Et la deuxième question, c'est je prends du tofu lacto-fermenté pour 3 à 4 repas par semaine afin de varier mes sources de protéines tout en espérant un apport pour mon microbiote. Est-ce que c'est de l'ultra transformé pour toi? Est-ce que tu déconseilles aussi de prendre ça pour l'inflammation? Alors je vais commencer par répondre ce que j'ai dit très rapidement. Alors effectivement, prendre un produit laitier lacto-fermenté, ça reste un produit laitier. La lactofermentation ne fait pas tout. La lactofermentation va notamment entraîner une disparition quasi totale du lactose, puisque c'est le but. Le lactose va être transformé par les bactéries en acide lactique. Par contre, la caséine, elle va toujours être là. Et n'oubliez pas qu'un produit laitier, ce n'est pas que de la caséine et du lactose. Il y a plein d'autres substances qui sont faites pour nourrir le veau si c'est du lait de vache, ou pour nourrir le chevreau si c'est du lait de chèvre, ou pour nourrir l'agneau si c'est du lait de brebis. Voilà, donc le lait, il a une composition très particulière qui est faite pour le petit. Ça, c'était pour la partie produit laitier. Donc, si ça ne vous pose pas de problème, si vous n'avez pas d'inflammation, regardez la vidéo que j'ai faite sur les aliments gris, parce que je vous parle d'un certain nombre de paramètres que vous pouvez vérifier sur vous, par exemple une prise de poids anormale avec une rétention d'eau, des problèmes digestifs, des problèmes de peau qui apparaissent, il peut y avoir des migraines, il peut y avoir plein de choses. Si vous n'avez pas de problème, éventuellement, moi je ne conseille pas en tout cas au quotidien. Par contre, si vous avez des problèmes avec la consommation de produits laitiers, même lactofermentés, arrêtez. Et puis pour ce qui est du tofu, pour moi, le tofu, c'est pas déjà un aliment qui est fait pour l'humain, c'est vraiment une cochonnerie, c'est insipide, ça n'a aucun intérêt. En plus, nous, occidentaux, nous ne sommes pas faits pour les produits à base de soja. Et puis, les protéines qui sont contenues dans ces produits-là, eh bien, ce sont des protéines qui sont beaucoup moins biodisponibles. En moyenne, c'est 2 fois moins biodisponible que la viande, d'après les études. Donc pour moi, ça ne remplace absolument pas une protéine animale. J'en vois pas du tout l'intérêt d'ailleurs, tellement c'est vraiment pas bon gustativement parlant si on enlève les arômes qu'ils sont obligés de rajouter pour donner un peu de goût. Donc désolé, je suis pas fan et ça reste des produits plus ou moins transformés qui peuvent être ultra transformés. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Salomé?
Oui, j'aimerais rajouter quelque chose sur les produits laitiers parce qu'on sait que c'est quand même un sujet très controversé dans tout type d'alimentation parce que quand on réfléchit 2 minutes, les produits laitiers font aussi bien partie d'une alimentation végétale pour les végétariens, hein, pas pour les végétaliens, pour les végétariens, que pour les carnivores. Donc, ça veut quand même dire qu'un produit laitier, ça reste un aliment qu'on ne sait pas trop où mettre. Il est un petit peu très addictif chez tout le monde et c'est pour ça que je pense qu'on évite un peu de s'en passer et qu'on a envie de le consommer. J'ai souvent cette question, Salomé, est-ce que le produit laitier cru, est-ce que le produit laitier fermenté, est-ce que c'est bon? J'ai envie de dire qu'il faut quand même partir, et je suis désolée, c'est un peu fataliste, mais les produits laitiers sont de toute façon une source inflammatoire. Étude à l'appui. A été réalisée dans les années 20 une analyse sur 2 tribus africaines, les Maasai et les Akayuku. Ils ont été voir, donc c'est 2 tribus africaines qui sont voisines, les mêmes génétiques, elles vivent sur le même territoire, sauf que les Maasai sont des carnivores qui consomment énormément de produits laitiers. Et nous avons les Akayuku qui, eux, ont une alimentation beaucoup plus végétale. Ils sont allés observer comment ces 2 tribus évoluaient, sachant qu'il y avait des mariages entre les uns et les autres, c'est-à-dire il n'y a pas de problème de génétique. Ils sont vraiment assez mélangés, mais il y a un mode de vie qui est différent, vraiment une épigénétique qui est différente. Et ils ont observé, donc l'étude est sortie en 1930, donc 10 ans d'études sur ces tribus africaines. Ils se sont rendus compte que les Maasai, donc du coup qui étaient beaucoup plus axés sur l'alimentation carnivore, étaient beaucoup plus musclés, avaient beaucoup moins de problèmes de carie, problèmes inflammatoires au niveau de la mitochondrie, qui étaient beaucoup plus énergiques, avaient plus de muscles, étaient beaucoup plus grands. Contrairement aux Akayuku, qui eux étaient beaucoup plus fragiles, fétiches, qui avaient beaucoup de caries, beaucoup d'inflammation au niveau de tout ce qui allait tourner autour de l'intestin. La seule différence entre les deux, hormis ces 2 choses-là, c'est que chez les Maasai, il y avait une prévalence très forte en tout ce qui était polyarthrite rhumatoïde, comparativement aux végétaliens qui, eux, ne consommaient pas de produits laitiers. Et ils ont aussi observé qu'il y avait une très forte prévalence à la constipation chez les Maasai, tout simplement parce que les produits laitiers riches en caséine et en casomorphine génèrent de la constipation. Car toutes sortes de morphines, et si vous avez déjà pris des antidouleurs ou des choses comme ça, vous avez pu remarquer que vous souffriez beaucoup de constipation. Donc, d'un point de vue d'études épidémiologiques et d'études sur le terrain, en sachant que les produits laitiers qui étaient consommés à l'époque n'étaient ni pasteurisés, ni homogénéisés, et ils étaient forcément de saison, il y avait quand même des impacts forts sur les maladies auto-immunes. Donc, de toute façon, il faut toujours partir dans l'idée qu'un produit laitier, il n'est pas fait pour être consommé parce qu'il possède sa propre insuline qui va nous pousser à détruire notre propre pancréas, qu'on va avoir des problèmes digestifs, la caséine, les opiacés. Donc, moi, je suis contre. Mais j'ai tendance à pouvoir le donner en espèce de cure, petite cure de 7 jours, en tout petit dosage, pour venir travailler sur le microbiote dans un état de santé sain. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est en forme et qui peut présenter des petits déséquilibres intestinaux, des petites envies de sucre. Et je viens essayer, en guise de probiotique, donner ce qu'il faut à travers un kéfir. Mais c'est vraiment, c'est un stress hormétique. C'est vraiment quelque chose de très pointilleux, c'est un dosage et c'est plutôt en cure. Et si je continue sur le tofu, alors là, oui, pour moi, le tofu, c'est pas pour moi un aliment, beaucoup trop riche en lectine, ça c'est sûr, perfore l'intestin, porosité, perturbateur endocrinien, évidemment, avec beaucoup de phytoestrogènes. Donc non, moi j'ai tendance à vraiment pas l'utiliser. Je l'ai utilisé une seule fois ces derniers mois pour une personne qui avait un problème pour retrouver ses menstruations et qui était en sortie de couche et qui avait toujours un très fort taux de prolactine et qui n'arrivait pas à faire remonter ses oestrogènes. On a réussi. On a pris pendant 2 semaines 1 à 2 produits de soja par jour. On a stoppé. Ses oestrogènes étaient remontés et derrière, ça s'est remis en place. Mais voilà, pour moi, c'est les produits laitiers ou les produits de soja, ça va avoir un objectif de travail bien précis. Donc pour moi, ça ne peut pas être un aliment qu'on va consommer tous les jours en grande quantité. On continue dans les questions. Bonjour, super ces petits entretiens, je vous aime beaucoup tous les deux. J'ai quelques questions sur la diète cétogène. Pourquoi on perd nos cheveux? Pourquoi la thyroïde diminue? Pourquoi certaines femmes perdent leurs menstrues? Est-ce que c'est une diète anti-âge qui ralentit le vieillissement? Peut-on prendre de la masse musculaire en cétogène? Peut-on prendre des jus de légumes comme le céleri? Alors ça fait beaucoup de questions. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la problématique des cheveux, de la thyroïde? Oui, l'aspect cheveux, c'est pas hormonal.
L'aspect cheveux, c'est ce qu'on appelle le cycle de la vie du cheveu. Il faut savoir que le cheveu, il va avoir une période d'anabolisme, catabolisme, il va avoir une période de destruction et de chute. Lorsqu'on vient à fabriquer un cheveu, le cheveu crée la bulbe, c'est le moment où il y a la création du cheveu. Le cheveu pousse, donc là c'est toute la vie du cheveu, généralement on dit 7 ans. On dit que c'est à peu près 10 jours pour faire un cheveu, 7 ans pour avant de faire tomber un cheveu. Sauf que quand on rencontre un trouble métabolique, un stress, un surmenage, un manque de sommeil, voilà. Tout trouble lié à l'énergie va venir accélérer ce qu'on appelle la phase télogène du cheveu. La phase télogène, c'est le fait que le cheveu se meurt, donc le cheveu commence à ralentir, va bientôt en fait tomber, et il y a un temps d'adaptation pour qu'en dessous le cheveu, il y a un nouveau cheveu qui apparaisse. Quand on vient à rencontrer ces phases justement un peu stressantes, d'où un changement alimentaire, quand on bascule en alimentation cétogène, on change de carburant. Donc on se retrouve potentiellement en hypocalorie et en tout cas, on vient un peu chahuter son organisme. Eh ben, on accentue la phase télogène et c'est ce qu'on appelle l'effluvium télogène. L'effluvium télogène, c'est le moment du choc, peu importe le choc. Le moment où on vient un peu choquer l'organisme, lui, du coup, se met à faire mourir ses cheveux parce que c'est un peu la dernière roue du carrosse, donc il y a un choc. Et ce n'est que 3 mois plus tard, puisque l'effluvium télogène intervient 3 mois plus tard après ce choc, on peut voir une chute de cheveux. Mais ça n'a rien à voir avec une alopécie ou une calvitie, parce que derrière la phase télogène, on a la repousse d'un cheveu. Donc généralement, les personnes qui perdent beaucoup de cheveux 3 à 4 mois après un choc ou un changement alimentaire, en fait, très vite, le cheveu est déjà là. Ça fait pas des trous. J'ai quand même des personnes qui m'envoient des photos, Salomé, j'ai des trous. Très souvent, il y a une hypothyroïdie avec, je vais en parler. Mais pour ce qui est, on va dire, de la perte de cheveux après 2, 3, 4 mois de début de cétogène, vous subissez simplement l'effluvium télogène et c'est le changement de carburant qui a forcément induit un choc, qui a fait du coup mourir précocement vos cheveux, mais derrière, il y a pas de souci. Juste pour rajouter un tout petit truc, effectivement, il faut avoir conscience que le corps, il a des priorités. La priorité absolue, c'est d'avoir du carburant pour faire fonctionner les organes vitaux, le cerveau, et que ce que tu viens de dire, c'est simplement que quand on change de carburant, et donc il y a un chamboulement absolument colossal dans notre corps, parce qu'il y a de nouvelles enzymes qui doivent être fabriquées, il y a tout un tas de nouveaux circuits à mettre en place, et le corps, il va aller vers la priorité. La priorité, c'est les organes vitaux, et vous doutez bien que les cheveux, c'est absolument pas la priorité. Dépenser de l'énergie pour faire du cheveu, c'est pas la priorité, donc c'est tout à fait normal que le bulbe, pendant un certain temps, il fonctionne plus correctement, qu'il y ait une perte de cheveux, parce qu'il n'y a plus d'énergie pour le faire fonctionner. Voilà, c'est mon explication, juste pour ajouter sur ce que tu viens de dire. Ouais. Par contre, j'ai appris plein de choses dans ce que tu viens de dire, parce que je ne savais pas tout ça. Voilà, merci. Alors ensuite, la partie thyroïde. Alors, la partie thyroïde. Déjà, pour comprendre un peu comment lire des hormones thyroïdiennes, il faut déjà partir sur le principe que les fourchettes qui vous sont délivrées sur les laboratoires sont complètement hors normes. C'est-à-dire qu'on a une fourchette tellement large que, évidemment, vous pouvez toujours vous retrouver dans la fourchette, mais être tout à fait en hypothyroïdie. Tout simplement parce que pour élaborer une fourchette de laboratoire, on prend la population générale, on enlève les 2% plus bas, on enlève les 2% plus haut, et on a donc notre fourchette de 96%. Sauf que ces 96%, tous les ans ou tous les 5 ans, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'ils font leur fourchette, en fait, ça vient à changer, puisque c'est une moyenne. Donc, on ne se base pas sur les principes même de l'être humain et de nos besoins, mais sur la tendance générale. Donc, plus on a une population vieillissante et malade, et plus on va avoir des taux qui vont bouger. Donc, déjà, ça, c'est une première chose. Il vous faut vous dire que ce qu'on veut, c'est qu'on ait une TSH qui se produise le moins possible. C'est-à-dire qu'on ait une thyroïde qui fonctionne le moins possible fort, qui demande beaucoup d'énergie. Donc, on va avoir plutôt tendance, en alimentation cétogène, non pas à aller chercher les 2, 2,5 de TSH, voire 3. On peut aller jusqu'à 4. Mais je vous dis tout de suite, quand vous êtes à 3 en TSH, je vois déjà une hypothyroïdie subclinique. Mais en alimentation cétogène, sachant que en venant réduire la consommation de glucides, réduire l'inflammation et faciliter la circulation énergétique,
on a encore moins besoin d'utiliser notre thyroïde. Et donc, c'est pour ça qu'on devrait plutôt être en dessous des 2. Et moi, je conseille plutôt être en dessous des 1,7, 1,5. Ce que votre médecin peut déjà, alors non, j'allais dire, peut déjà estimer que c'est une hyperthyroïdie, mais non. Avec lui, si vous n'êtes pas en dessous de 0,5, vous n'êtes pas en hyperthyroïdie. Déjà, c'est la première chose, c'est que les fourchettes sont beaucoup trop larges. Donc déjà, il vous faut raccourcir. Mais en plus de ça, en alimentation cétogène, on va avoir une TSH beaucoup plus basse. Maintenant, la T3 et la T4, comme je vous l'ai dit que les fourchettes étaient quand même très très larges, cherchez toujours à être plutôt dans le dernier quartile. On essaye d'être au plus haut puisque c'est ce qui fait fonctionner notre thyroïde. Malgré tout, dans une alimentation cétogène, on va être beaucoup plus enclin à devenir sensible à nos hormones thyroïdiennes à mesure qu'on devient sensible à notre insuline. Ce qui veut dire que vous allez avoir besoin de beaucoup moins de quantité d'hormones actives ou inactives pour faire le même effet sur votre organisme. Donc, quand on voit une réduction du taux de T3, qu'on voit une réduction du taux de TSH, qu'on voit une réduction du taux de T4, c'est pas grave du tout. Et tout comme je vous demande toujours dans vos analyses de bilan cholestérol de faire le ratio entre triglycérides et HDL, si vous observez vos bilans thyroïdiens, ne vous arrêtez jamais à une seule donnée. Si vous voyez vos T3 réduire et que vous avez peur d'une hypothyroïdie, parce que quand on réduit les T3, c'est potentiellement une lecture d'hypothyroïdie. Mais si vous voyez en même temps que ces T3 plus bas que la normale, une TSH plus basse que la normale, il n'y a aucun souci d'hypothyroïdie. Puisqu'encore une fois, s'il y a moins de besoins, il y a moins d'hormones actives, mais s'il y a moins de besoins, il y a moins de sollicitation au niveau de la thyroïde. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter sur des chiffres si en plus de ça, vous ne ressentez aucun effet, aucun symptôme lié à une hypothyroïdie subclinique. Alors juste pour préciser, la TSH, c'est l'hormone, la thyréostimuline hormone qui est produite par l'hypophyse et qui envoie l'ordre à la thyroïde, donc, de produire plus ou moins d'hormones. Donc, c'est ce qui est mesuré en première intention quand on fait un bilan thyroïdien. Et donc moi, là, j'en ai demandé un justement. Donc on a mesuré ma TSH ultra sensible, mais il n'a pas mesuré la T3 ni la T4, qui sont les hormones produites par la thyroïde. Donc la T4 qui est inactive, la T3 qui est la version active. Et donc bah, voilà, ce que Salomé vient d'expliquer, c'est que si notre hypophyse n'a pas besoin de produire trop de TSH, c'est-à-dire elle n'a pas besoin de crier à la thyroïde de produire beaucoup d'hormones, et ben c'est mieux et c'est normal quand on est en alimentation pauvre en glucides, parce qu'on a de toute façon moins besoin d'hormones thyroïdiennes. Donc notre TSH, elle va envoyer un signal plus faible à notre thyroïde pour dire à notre thyroïde de produire moins d'hormones thyroïdiennes parce qu'on en a naturellement moins besoin. Et la grosse problématique qu'on a avec les analyses de laboratoire, c'est qu'il y a un certain nombre d'analyses qui devraient être faites pour une alimentation riche en glucides ou pour une alimentation pauvre en glucides, parce que on se rend bien compte que ce soit pour les valeurs de cholestérol ou les valeurs des hormones thyroïdiennes, eh ben, ce ne sont pas du tout les mêmes besoins parce que ce sont des modes alimentaires qui sont complètement différents. Et aujourd'hui, les normes, elles sont faites pour une alimentation riche en glucides. Donc nous, on est obligé de prendre conscience qu'on devrait appliquer d'autres normes pour arrêter d'avoir peur, parce que le nombre de gens, quand ils reçoivent leurs analyses et qui ont peur parce qu'ils ne sont pas dans les normes d'une alimentation riche en glucides, moi j'en ai régulièrement des gens qui me contactent affolés. Et des personnes de ma famille aussi d'ailleurs. Alors après, problème de cycle menstruel. Bon, là il va y avoir énormément de facteurs, c'est très proche à chacun, mais je vais parler des facteurs qui pourraient être communs à tous. Je vais parler de l'aromatase. L'aromatase, c'est le fait de venir générer des œstrogènes à partir d'autres hormones, typiquement la testostérone et la progestérone par exemple. Lorsqu'on a trop de poids dans notre organisme, nos tissus adipeux, donc le gras stocké, est inflammatoire et va de lui-même générer de l'inflammation, mais aussi potentiellement des hormones qui vont venir faciliter encore une fois le stockage. C'est vraiment un organe qui cherche à s'étendre. Lorsqu'on va utiliser une alimentation qui va venir à déstocker ces acides gras, et donc on va employer une alimentation réduite en glucides pour limiter la sécrétion d'insuline, réduire l'inflammation, apaiser le cortisol et se donner accès justement à ces tissus stockés. À partir du moment où on vient à commencer à déstocker, première chose, on va commencer à déstocker des toxines parce que notre graisse qu'on a conservée dans notre organisme, elle sert pas juste à faire joli. Elle cherche à récupérer les toxines pour qu'elles ne circulent pas dans l'organisme. Donc,
le fait de venir perdre du poids en alimentation cétogène, au départ, on perd très rapidement du poids, on va majoritairement du poids, on va venir libérer des toxines dans l'organisme. Ces toxines vont forcément impacter le foie, qui lui-même va avoir du mal à détoxifier les oestrogènes, dominance d'œstrogènes, et donc on va avoir des troubles de la menstruation, soit beaucoup plus longues, soit beaucoup plus courtes, soit des SPM. Donc la première cause qui revient très fréquemment, c'est la perte de poids et la libération de toxines, et c'est d'ailleurs dans ces moments-là qu'on va avoir une élévation de l'acide urique. D'autant plus en alimentation cétogène au départ, où on va fabriquer beaucoup de cétones qu'on va dégager dans les urines. Les cétones qui vont se retrouver dans les urines seront en compétition avec notre acide urique. Donc, on va éliminer des cétones dans nos urines. On va potentiellement conserver un peu plus, justement, de déchets dans notre organisme. Donc, on va avoir un dérèglement au niveau de la gestion de l'inflammation et des déchets qui va potentiellement agir sur le traitement, ce qu'on appelle le général, le foie, qui va avoir beaucoup plus de travail et il va pas forcément s'occuper des œstrogènes. Et la deuxième chose, très souvent, c'est que le fait de venir dégrader ces corps gras va favoriser ce que j'appelais tout à l'heure l'aromatase et donc pouvoir générer une élévation des œstrogènes. Et on peut voir justement un dérèglement des menstruations pendant la perte de poids parce que on vient déstocker et donc augmenter la densité oestrogénique dans notre organisme et donc forcément dérégler tout le cycle qui lui est bien réglé avec la progestérone et l'œstrogène bien cyclique. Et la dernière chose que je peux ajouter, c'est potentiellement, et c'est assez simple, et on vient d'en parler justement avec l'effluvium télogène et le cheveu, c'est que venir changer d'alimentation, venir changer de carburant, et puis le stress aussi environnemental, c'est-à-dire que quand vous changez d'alimentation, il y a tout le monde qui peut vous stresser sur ce que vous mangez, donc cet impact-là va venir forcément jouer sur votre surrénal, donc sur votre hormone du stress, le cortisol, qui lui-même va potentiellement jouer sur les cascades endocriniennes type insuline, adrénaline, et tout ça, ça va forcément jouer sur vos sécrétions hormonales puisque ça va impacter toutes les glandes cérébrales hormonales, encore une fois le foie, les surrénales, votre sommeil. Donc, je viens de donner 3 exemples, mais c'est vraiment très très large, mais c'est ce qui reviendrait le plus souvent en début d'une alimentation cétogène. Bon, j'ai rien de plus à rajouter. Bon, dans la suite des questions, est-ce que c'est une diète anti-âge qui ralentit le vieillissement? Alors très rapidement, je vais dire, dans mon expérience, la part de l'alimentation dans le vieillissement, à part si tu vas dans des trucs vraiment extrêmes, style du végétalisme, où là, effectivement, le végétalisme, il y a un vrai impact sur notre peau, parce que cette carence en protéines va entraîner le fait que le corps va devoir puiser dans ses réserves, et notamment le collagène de notre peau notamment. Donc c'est pour ça que les végés, ils sont souvent très ridés, et au bout d'un moment donné, il y a la peau qui tombe. Donc c'est tout à fait physiologique, hein. Ils s'autodigèrent leurs propres protéines, dont le collagène. Mais en dehors de ces régimes extrêmes, moi ce que j'ai remarqué, ce que je pense, c'est que la majeure partie de l'effet vieillissement vient de notre mode de vie et de notre faculté à être en état de stress de façon chronique. L'alimentation, c'est évidemment quelque chose d'important, mais si je devais mettre un ratio, à mon avis, 80%, 90% même, ça vient de notre état de stress chronique et d'un mode de vie qui est complètement déséquilibré, pas assez de sommeil, donc trop de stress, pas assez de sommeil. Mais l'alimentation, en fait, ça joue pas un rôle si important que ça, dès lors que vous n'êtes pas dans un truc trop extrême et trop carencé en protéines. Oui, quand tu parlais de gestion du stress, j'allais surtout te dire sommeil. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, le sommeil est l'un des piliers les plus grands. J'en discutais encore tout à l'heure avec une yogi en coaching. Elle ne sait pas se coucher avant 2 heures du matin. Du coup, ça dérègle tous ses repas, ça dérègle son énergie. C'est la base, en fait. Et elle est toute jeune et elle est déjà épuisée. Donc, il y a d'autres pathologies, évidemment. Mais le sommeil vous sera toujours votre meilleur ami lorsque vous ne savez plus comment vous devez manger, si vous avez faim, si vous n'avez pas faim, si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, si vous êtes malade. Le sommeil sera toujours une solution. Se coucher tôt, se lever naturellement. Si vous dormez plus de 10 heures parce que vous en avez besoin, vous dormez. Mais effectivement, l'aspect chronique du stress et le manque de sommeil sont pour moi les plus grands facteurs de vieillissement prématuré. Autre question, peut-on prendre de la masse musculaire en cétogène? Alors évidemment, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas prendre de la masse musculaire en cétogène. Oui, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait répondre d'autre. Est-ce que tu pourrais répondre quelque chose d'autre peut-être?
Alors, je ne sais pas si cette personne posait cette question par rapport au fait qu'on a tendance à dire qu'on ne peut pas faire de sport sans glucides, et donc qu'on serait épuisé au moindre effort sans glucides. Est-ce qu'on peut faire de la masse musculaire? Évidemment qu'on peut faire de la masse musculaire, puisque pour faire de la masse, il faut de l'énergie, que ce soit des glucides ou que ce soit du gras. Et il faut surtout des matériaux de construction, des protéines, du collagène, comme tu le disais tout à l'heure. Hautement biodisponible, évidemment, n'allez pas me bouffer du soja ou des protéines de chanvre au risque de porosité intestinale. Et là, c'est votre peau qui va en pâtir. Non pas qu'elle s'abîmera plus vite, comme on le disait avant pour le vieillissement, mais que vous allez vous intoxiquer tout simplement aux lectines. Donc oui, on peut tout à fait, évidemment. Après, ça c'est pas magique non plus. Si vous voulez devenir très musclé, il faudra faire de l'effort. C'est-à-dire que c'est pas en mangeant beaucoup plus que vous allez réussir à prendre de la masse. C'est pas en mangeant du sucre que vous allez réussir beaucoup plus. Vous augmentez vos apports en fonction de votre appétit. Évidemment que vous mangerez plus si vous faites du sport, c'est logique. Vous dépensez plus d'énergie, vous mangez plus. Mais je veux dire, c'est pas la peine d'aller vous taper 2,5 grammes de protéines par jour parce que vous faites de l'activité physique. Ce qu'il faut, c'est casser les fibres, donc faire de l'effort, de la répétition, toujours plutôt en résistance pour venir fabriquer des nouvelles fibres. Et évidemment, vous nourrir convenablement. Et encore une fois, le sommeil. C'est pendant la nuit que vous détoxifiez, que vous construisez. À partir du moment où votre hygiène de vie est correcte, que vous êtes plutôt sur une alimentation à base animale, évidemment qu'on peut prendre du muscle. Dernière petite question qui est posée, peut-on prendre des jus de légumes comme le céleri? Alors peut-on? Oui, de toute façon vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça dépend pas de nous. Vous êtes grand. Hein, si tu as envie de prendre du jus de céleri, tu peux. Moi j'ai bu des jus de légumes pendant des années. Ça m'a apporté des choses au début. Et puis, à un moment donné, je pouvais plus digérer mes jus de légumes. Alors pourtant, c'est que de l'eau et puis un petit peu d'autre chose. Mais en fait, ça a éteint mon feu digestif. Donc ça reste un aliment pour notre corps. Un aliment qui contient 99% d'eau, qui doit malgré tout être tenté d'être digéré au niveau de l'estomac, qui doit produire beaucoup d'acide chlorhydrique, mais il n'en produira jamais assez pour avoir un pH suffisamment bas, même s'il y a très peu de protéines. Ça reste un aliment de toute façon pour notre corps, mais trop riche en eau. Et on a le même problème avec les soupes mixées. C'est pareil, une soupe mixée, c'est un aliment qui est beaucoup trop riche en eau, et notre corps ne pourra jamais produire assez d'acide chlorhydrique, de sucre digestif, pour pouvoir arriver à digérer les petites quantités de macronutriments qu'on a dedans. Donc en petite quantité, oui, ça fonctionne bien. En quantité importante, c'est-à-dire un grand verre d'un demi-litre, alors là, je le déconseille formellement. À mon avis, la quantité idéale, ce serait 100 à 200 millilitres maximum. Et encore, 200 millilitres, ce sera trop pour certains. Si vous prenez trop d'un coup, trop de jus, vous n'allez pas le digérer. Donc vous allez perdre de l'argent, perdre du temps à préparer tout ça. Et vous n'allez pas en retirer grand-chose. Voilà. Mais le problème, c'est que quand on fait un jus de légumes, on va passer une demi-heure, trois quarts d'heure entre préparer les légumes, faire le jus et puis laver l'extracteur. C'est clair qu'on ne va pas faire 100 millilitres de jus. Voilà. Et après, il y a des gens qui demandent est-ce qu'on peut le garder? Plus vous le gardez, plus ça va s'oxyder. Donc, c'est pas évident en fait. Le jus de légumes, il faudra en prendre des petites quantités. Et on pourrait imaginer ça dans un immeuble où il y en a un qui fait le jus un jour et après qu'il distribue à tout le monde. Et du coup, chacun peut boire des petites quantités et puis le jour suivant, c'est un autre qui fait le jus. Ça, ce serait pas mal. Mais dans la pratique, quand on le fait chez soi, on a toujours tendance à en faire trop. Voilà. Moi, j'y vois pas du tout l'intérêt. C'est-à-dire que généralement, quand on va boire un jus, on va pas vraiment boire un jus d'une portion de légumes. On va boire le jus d'une portion de 10 légumes. Donc, on va déjà, pour moi, consommer beaucoup plus que ce que l'individu aurait consommé de bienfaits de la plante s'il l'avait consommé dans sa version brute. Et ensuite de ça, moi, excusez-moi, mais pour moi, c'est plutôt un concentré d'agents actifs de la plante. Et les agents actifs, certes, on peut retrouver des polyphénols, des flavonoïdes, des choses comme ça, mais c'est quand même beaucoup des protecteurs de la plante. Donc pour moi, on vient un peu prendre un espèce de poison en jus. Alors peut-être que l'effet hormétique de ce petit poison, un peu comme l'effet homéopathique du mal par le mal, peut fonctionner. Mais personnellement, en fonction de la problématique de santé, jamais je conseille un jus. Donc, mon avis, pour moi, le jus de légumes est inutile. Et encore une fois, comme l'a dit David, si chez vous ça marche bien, ok, mais je ne conseillerais jamais de prendre du jus de légumes. Autre question de la part de Mélissa.
c'est très bien tout ça concernant les macronutriments, mais qu'en est-il des micronutriments? Pourquoi vous n'en parlez jamais dans le régime cétogène ou low carb? Où prenez-vous vos vitamines par exemple? Alors je vais répondre très rapidement. Ma chère Mélissa, alors je sais que dans notre société, on nous fait croire qu'on ne trouve les vitamines et les micronutriments que dans les végétaux, mais je vais t'apprendre un truc, il y en a dans tous les produits et notamment dans les produits animaux. Si tu compares un légume, un brocoli avec un steak et encore mieux avec du foie, tu vas voir qu'on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur. Alors à part la vitamine C, qu'on peut trouver en quantité relativement correcte dans le foie cru, tu vas trouver tout le reste en quantité importante dans le règne animal. Et comme en régime cétogène, on ne mange pas que du muscle, on mange aussi des organes, on peut manger de la cervelle, on peut manger évidemment du foie, on peut manger du cœur, on peut manger du boudin, donc du sang, on peut manger plein de... tout ce que nous offre l'animal, parce qu'un animal qui a été sacrifié pour qu'on puisse le manger, la moindre des choses, c'est que on ne gaspille pas, et donc on consomme le maximum de toutes les parties de l'animal. Et ben voilà, donc on arrête avec cette croyance il n'y a des vitamines et des minéraux que dans les végétaux, parce que c'est faux. Regardez une table d'analyse nutritionnelle comparative et vous verrez que c'est archi faux. Tout à fait. Et puis si je reviens sur mes fameuses fourchettes de laboratoire, dites-vous bien que vos besoins en minéraux aujourd'hui, dans une alimentation réduite en glucides, une hygiène de vie axée sur l'hypoinflammation, vous allez avoir besoin beaucoup moins de minéraux. Par exemple, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine D, parce que il y a moins de compétition avec les autres molécules de votre organisme. La vitamine C et le glucose. On va avoir aussi tout ce qui va être phosphore, calcium. Vous en avez beaucoup dans les produits végétaux. Et vous allez avoir beaucoup de calcium dans les produits animaux également. Donc, quand on va venir faire le ratio entre la compétition inflammatoire ou la compétition des apports liés aux végétaux, lorsqu'on les prend uniquement de sources carnées, on va avoir beaucoup moins de difficultés à les assimiler, à les utiliser, à les recycler. Et aujourd'hui, quand on va vous prescrire 500 mg à 1 g de vitamine C en alimentation cétogène, sur un corps qui n'est plus inflammé, j'entends bien, quelqu'un qui est en bonne santé, qui vit de l'alimentation cétogène, peut potentiellement avoir besoin que même pas 100 mg de vitamine C par jour, alors que vous verrez dans toutes les recommandations que c'est bien plus haut. Donc encore une fois, il faudrait encore une fois des fourchettes liées aux différentes alimentations et état inflammatoire. Bien sûr que mamie de 80 ans, obèse, et un petit gamin de 8 ans qui va bien, il n'aura pas les mêmes apports. Il n'aura pas les mêmes besoins. C'est un peu pareil entre vous et votre alimentation, votre voisine qui mange des patates matin, midi et soir. Juste pour planter le clou sur la vitamine C, je vous le rappelle, ou je vous le dis pour ceux qui ne le savent pas, il y a une compétition dans les transporteurs dans le corps entre la vitamine C et le glucose. C'est-à-dire que c'est le même transporteur, c'est la même petite camionnette qui va amener l'un et l'autre aux cellules. Sauf que le problème, c'est que le glucose, il est toujours prioritaire et que du coup, on va être obligé d'apporter dans une alimentation riche en glucides beaucoup plus de vitamine C par rapport à nos besoins à cause de cette compétition entre les transporteurs du glucose et de la vitamine C. Et évidemment, quand on a une alimentation qui est pauvre en glucides, on n'a plus cette compétition. Donc on peut, comme tu viens de le dire, consommer beaucoup moins de vitamine C pour cette raison. Et ça, en fait, on l'a pour plein d'autres choses. Alors je ne sais pas s'il y a des études qui existent ou s'il y a quelqu'un qui s'est amusé à comparer en fait toutes les réactions biochimiques en régime cétogène et les réactions biochimiques en alimentation riche en glucides, pour montrer les différences qu'il y a à ce niveau-là et pour montrer qu'on a besoin de beaucoup moins de nutriments en alimentation cétogène qu'en alimentation riche en glucides. L'image que je pourrais donner, alimentation riche en glucides, vous avez une voiture, vous passez la première vitesse et vous ne roulez qu'avec la première, le moteur de régime il est à fond, ça fait et donc là vous allez consommer beaucoup d'essence, vous allez produire beaucoup de gaz d'échappement, votre moteur il va s'user beaucoup plus vite. Ça, c'est l'alimentation riche en glucides. Et l'alimentation pauvre en glucides, régime cétogène, on peut passer la deuxième, la troisième, la quatrième. On va consommer beaucoup moins de carburant, on va moins produire de gaz, on va moins produire de déchets, et on va moins user notre moteur à distance parcourue égale. Voilà, donc c'est l'image que je pourrais donner pour comparer les deux.
Après, scientifiquement, voilà, je ne sais pas si quelqu'un s'est amusé à faire un boulot pour comparer tout ça, pour voir ce que les études nous disent. Il y a des fois des gens qui me disent, est-ce que tu pourrais pas m'apporter des études? Mais en fait, alors je leur dis, il y a des milliers d'études qui ont été faites sur le régime cétogène, mais vous vous rendez pas compte du boulot que c'est derrière d'éplucher les études. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu peux demander à Ulrich qui te file des études. J'ai dit, mais si Ulrich, il me donne ne serait-ce que 100 études, hein, sur les 6000 qu'il a, s'il m'en donne que 100, mais moi, il va me falloir des semaines ou des mois pour éplucher tout ça. En fait, les gens, ils ne se rendent pas compte que c'est un métier et qu'il y a des journalistes qui ont fait cet effort, qui ont passé des années, la plupart du temps, avant d'écrire leur livre, mais c'est un boulot colossal. Donc non, c'est pas possible. Après, les études, elles existent, vous pouvez aller voir si vous voulez, mais moi, je vous dis, j'ai pas envie de passer des jours, des semaines, des mois, des années à éplucher les études. Donc, s'il y en a qui veulent faire, allez-y. Alors, autre question. Bonjour David, merci de nous faire découvrir une jeune femme passionnante. Donc, je crois qu'elle parle de toi. J'ai une question sur le fructose. Vous parlez souvent du fructose contenu dans les fruits. Donc, qu'appelle-t-on fruits? Faut-il exclure les tomates, aubergines, poivrons, courges, butternut, potimarron, et donc les exclure ou les diminuer fortement si on veut suivre un régime cétogène? Alors, je vais répondre très rapidement. Quand on parle de fruits, on ne parle pas de fruits botaniques, hein. Quand on parle de fruits, on parle de ce que communément on appelle les fruits, c'est-à-dire les petites choses sucrées qu'on a normalement entre le printemps et l'automne. Voilà, la tomate est botaniquement un fruit, l'avocat est aussi un fruit, l'aubergine, poivron, tout ça, ce sont des fruits. C'est clair que la plupart des légumes, botaniquement, ce sont des fruits, mais on les appelle des légumes. Voilà, pour faire la différence entre les fruits qui sont, sauf exception, aqueux, acides et sucrés. Voilà, les exceptions, ça va être l'avocat et la banane. La banane qui n'est pas acide et qui est amylacée, et puis l'avocat qui n'est pas sucré, mais qui est riche en gras. Donc arrêtez de vous poser, de vous poser trop de questions. Il y a ce qu'on appelle les fruits, vous ne posez pas de questions, vous le goûtez, vous le mettez en bouche. Est-ce que c'est sucré? Oui, alors on va considérer que c'est un fruit. Si c'est pas sucré, eh ben c'est pas un fruit, on va considérer ça comme un légume. Bon, après il y a des exceptions, par exemple les tomates cerises, c'est vrai que ça a un petit goût sucré, on va pas chipoter. Donc c'est pas la peine de tout supprimer. Vous pouvez manger des légumes, les tomates et tout ça. Attention, parce qu'il y a certains de ces légumes qui sont... moi que je mets dans la catégorie des aliments gris, parce que consommer tous les jours par des personnes sensibles, ça va poser des problèmes. Certains de ces légumes sont riches en lectine, donc attention. Moi, j'ai tendance à dire que, comme tu disais tout à l'heure, aucun légume, aucun fruit n'est interdit, hein. Même la pastèque, le melon, même la mangue. La seule chose, c'est d'essayer, si vous voulez rester en alimentation cétogène, de rester sous vos 20 grammes de glucides. Ces 20 grammes de glucides, moi, je vais vous inviter à viser les maximum 5 grammes par repas. Parce que j'en ai qui vont me faire 15 grammes sur un repas. Non, ça fonctionne pas comme ça. On essaie d'équilibrer les ratios par repas. Je vais vous inviter à consommer 5 grammes de glucides maximum par repas. Ces 5 grammes de glucides, vous allez les composer comme bon vous semble. Mais il va falloir jouer entre la quantité dans l'assiette et la quantité de glucides. C'est-à-dire que si vous voulez ne pas calculer vos apports de légumes parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, je vais vous dire de prendre des brocolis, du chou-fleur, du navet, de la salade, des épinards. Si vous avez affreusement envie de manger même de la pomme de terre, par exemple, je vais vous demander d'en prendre 5 grammes de glucides sur votre repas. Et dans ce cas-là, c'est là où je vous renvoie votre autonomie et je vous dis, tu as envie d'un légume, tu vas voir sur la table SICAL, tu regardes le taux de glucides au 100 grammes et tu vois si pour toi c'est OK d'avoir ce petit cube dans ton assiette ou si tu préfères avoir une grosse salade de concombre ou de salade verte d'ailleurs. Et la deuxième chose, c'est que c'est pareil. Au niveau des légumes, je vais toujours conseiller de consommer de saison parce que votre organisme, il a une horloge. Il sait bien qu'en plein hiver, il va pas se retrouver avec des tomates. Donc après, à vous aussi de faire ce choix de consommation et aussi pour votre organisme pour qu'il n'ait pas l'impression qu'ils doivent stocker parce que c'est plein été. Et si vous veniez à consommer ça, évidemment, le dernier conseil que j'ai tendance à donner, c'est qu'on enlève tous les pépins et les peaux de tous les légumes qui ont pépins et peaux. J'entends souvent, oui, et celui-là aussi. Oui, si tu as des pépins et si tu as de la peau, tu l'enlèves parce que c'est les protections de la plante et que c'est les petits de la plante et qu'on n'en veut pas. Donc, tout type de légumes sans pépins ni peau,
plus ce sera aqueux, moins il y aura de glucides et plus vous pourrez en consommer en termes de volume. Mais sinon, après, c'est à vous de faire vos choix et d'apprécier ou non la quantité dans l'assiette. Alors moi, je me vois pas manger un petit cube de 5 grammes de pommes de terre, très sincèrement, et je pense, mais ce que tu dis, évidemment, c'est tout à fait logique, hein. Et, et le problème, c'est que quand tu commences à mettre le doigt dans un glucide, tu as envie d'en manger beaucoup, un petit cube de pastèque. Et moi, je me demande si déjà la pastèque, je vais pas en manger un quart, tu vois. Donc, c'est même pas un petit cube. C'est que déjà, je me dis, est-ce que je vais arriver à me contrôler d'en manger que un quart? Le problème du glucide, c'est ça, c'est que ça amène une telle appétence, une telle envie, une telle fringale que moi, je préfère ne pas en manger parce que je sais que derrière, ça va m'amener une fringale. Et c'est le problème des fruits. Et je vais voir en fait comment je vais faire cet été parce que j'ai quand même prévu de manger un petit peu de fruits. Mais je sais pas comment ça va se passer en fait. Très sincèrement, je sais pas. Moi, généralement, je conseille, et j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne, sur comment gérer ces taux de glucides. Soit vous êtes quelqu'un qui a besoin de volume, qui déteste qu'on le prive, qui vit très mal la frustration, on va partir que sur des fruits rouges, des fruits très faibles en glucides, et on s'en fait un saladier. Enfin, je m'entends un saladier, mais une bonne portion avec de la chantilly maison, que ce soit à la crème de coco ou même à la crème fleurette. C'est pas non plus tous les jours. Et à côté de ça, j'ai des personnes qui ont envie de pastèque, qui ont envie de pommes, qui ont envie de bananes. Et ben, je leur dis, mais il n'y a pas de problème. Tu te coupes 4 rondelles de bananes que tu mets dans un yaourt de coco, chocolat fondu, chantilly, pépites de chocolat, coco râpé. Et tu viens t'apporter ce goût de banane à travers plein d'autres aliments qui vont rehausser ses saveurs. Donc là, c'est non plus le plat en lui-même, mais c'est un ingrédient qui va venir aromatiser. C'est comme un aromate, en fait. Donc rien n'est interdit, mais en fonction du taux de glucides, vous allez avoir plus ou moins à aromatiser. Mais effectivement, si pour vous couper 3 rondelles d'une banane, c'est impossible, bah achetez-vous de la stevia à l'arôme banane. Bon, je suis pas trop pour. Déjà, j'aime pas le goût de la stevia. Et alors l'arôme Non? banane. Non, mais je sais Alors, que c'est une boutade, hein. oui, et à la fois, ça peut aider beaucoup de personnes à rester en keto. Et moi, je ne déconseille pas les édulcorants. Je déconseille les édulcorants comme routine. Mais s'il y a un besoin de goût sucré dans un plat qui reste hypo-inflammatoire, hein, yaourt de coco, comme j'aime le dire, et que vous avez envie de mettre 3 gouttes de stevia vanille, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit d'avoir encore ce petit goût. Mais ça ne doit pas être quotidien pour pas entretenir. Prochaine question d'Alix. Alors, je vais pas tout lire, mais je vais lire le principal. Bonjour à vous deux, mille merci pour toutes ces explications concernant ce régime cétogène dont on parle beaucoup aujourd'hui. Pourriez-vous éclairer ma lanterne? Je n'ai sans doute pas vraiment tout compris. Je n'ai pas de poids à perdre, mais ne pas grossir en mangeant autant de gras, comment est-ce possible? On nous a tellement rappelé que le gras fait grossir. À nouveau, mille merci Alix. Alors, je vais déjà répondre. Petite expérience personnelle. En régime cétogène, on peut grossir et on peut prendre du gras. J'en ai fait l'expérience. François en a fait l'expérience aussi. Alors François, c'est un tempérament qui a tendance à prendre du poids assez facilement. Moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, c'est l'opposé. Je suis un tempérament mince qui a beaucoup de difficultés à prendre du poids. Mais j'ai quand même réussi à prendre 3 kilos, un peu plus en tout, parce que en fait, en début décembre, je crois que je pesais 59 kilos. Et là, ce matin, j'étais à 62,5. Donc j'ai réussi à prendre du poids et c'est pas que du muscle, je peux vous le dire. Il y a un petit peu de gras sur le bidou, j'aime pas du tout. Et voilà, donc on peut prendre du gras effectivement. Pour que vous compreniez, moi j'ai une glycémie qui est un petit peu trop élevée. Donc je vous en ai parlé dans une vidéo dans laquelle je parle de mon capteur de cétone et du capteur de glycémie. Dans cette vidéo, je vous dis que j'ai une glycémie qui est anormalement élevée quand on est en régime cétogène, puisqu'elle se situe en moyenne entre 90 et 100. Alors bon, ça descend un petit peu en dessous de 90, entre 80 et 90. Ça monte un petit peu au-dessus de 100, entre 100 et 110, forcément après les repas. Mais moi, c'est entre 90 et 100. C'est la majeure partie du temps. Et comme c'est un capteur en continu, je vois sur 24 heures que c'est ça. Donc ça, c'est pas normal. C'est probablement lié au fait que j'ai une glycémie un petit peu trop élevée, que peut-être que j'ai pris du gras, hein. Et donc il y a ça aussi dont il faut tenir compte, mais il y a aussi le fait que j'ai mangé quand même beaucoup de gras et que j'ai vraiment ressenti la sensation de me gaver. Donc je pense que j'ai quand même mangé plus que mes besoins caloriques.
Et mon corps, comme il est très économe, il est comme moi, il est très économe, et bien mon corps, chaque fois que je lui mets quelque chose dedans, il le met bien en réserve au cas où. Et donc oui, on peut prendre du poids et on peut prendre du gras, parce que quand une question tourne autour de la prise de poids, c'est pas la prise de muscle, hein, généralement c'est la prise de gras. Alors, juste pour finir, quand vous suivez un régime cétogène, la plupart du temps, vous voulez perdre du poids tout de suite. Le problème, c'est que vous devez d'abord vous céto-adapter, que ça peut prendre des mois, voire encore plus en fonction de votre étape. Il y a des gens qui me disent, moi ça fait déjà 1 an que je suis en régime cétogène, je pense que je suis toujours pas céto-adapté. Donc il peut falloir plus ou moins de temps. Et par exemple, moi qui pensais que j'allais me céto-adapter les doigts dans le nez, après plus de 3 mois, je suppose que je ne suis pas encore bien céto-adapté, à cause notamment de cette glycémie qui est anormalement élevée. Donc en régime cétogène, il faut se céto-adapter. Pendant cette période de céto-adaptation, on peut effectivement prendre du poids. C'est comme ça. Il ne faut pas chercher à perdre du poids dès le début. Notre corps, c'est lui qui gère les variations de son tissu graisseux. Et si vous avez besoin de manger beaucoup plus de gras pour forcer votre corps à pouvoir vous céto-adapter, à transformer des cétones, et puis une fois que vous avez fait cette première étape, vous arrivez à produire des cétones, la deuxième étape, c'est est-ce que vous arrivez vraiment à bien les utiliser, ces cétones. Et là, ça peut être une deuxième étape qui peut prendre aussi du temps. Alors, moi, dans ma vision des choses, la céto-adaptation, en dessous de 3 mois, j'ai quand même du mal à croire que ça puisse se faire, et je ne sais même pas si c'est pas plus, parce que si on tient compte de la définition de Boris de Sequoia Santé, qui est production de cétones, plus utilisation de cétones, et comme on le voit, on le voit quand on fait une activité physique de type, alors il parle de randonnée, une course à pied suffisamment longue, où on ne prend pas le mur, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup d'énergie, et qu'on ne va pas taper uniquement dans notre glycogène, on va taper dans nos réserves de graisse et de cétones. Voilà, donc moi pour l'instant, j'expérimente. Je vois ce qui se passe dans mon corps, je vois ce qui se passe autour de moi, je vois vos commentaires, et du coup, je me fais une idée, et cette idée, elle n'est pas forcément juste, hein, mais en tout cas, c'est l'idée que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me rends compte que 3 mois de céto-adaptation, pour moi, j'ai l'impression que pour la plupart des gens, en fait, c'est même pas assez. J'imagine que tu as plein de choses à dire, Salomé. Oui. Alors, moi, ça m'ennuie un petit peu, et j'entends ce que tu dis, le fait que tu dises que tu as mangé un peu trop de gras et du coup, tu l'as mis en réserve. Mais c'est pas ton apport qui va être mis en réserve ou non, c'est pas calorique. Le gras, tu vas pas le mettre en réserve parce que tu en as trop mangé. Si tu en as trop mangé, il va s'évacuer à un endroit, tu vas peut-être mal le digérer, il va aller nourrir d'autres substrats, il va être retransformé. Je pense, moi, en fonction des quelques infos que j'ai de toi là sur ce que tu viens de nous évoquer, je pense que ce qui peut générer cette prise de poids chez toi, c'est l'instabilité de ta glycémie. Mais c'est le premier facteur. C'est pas le fait que tu consommes plus de gras. C'est que le fait que t'aies 20 milligrammes de différence d'un moment à un autre avant le repas, après un repas, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre dans tes apports nutritionnels. Ça veut dire qu'il y a trop de sources de glucides ou trop de sources d'inflammation ou une réaction à l'histamine sur certains aliments parce que 20 milligrammes, ce qui fait le stockage, c'est la sécrétion d'insuline. La sécrétion d'insuline, elle se fait derrière un pic de glycémie, aussi petit soit-il, en fonction de chacun. Donc potentiellement chez toi, c'est cette instabilité glycémique. Mais du coup, pour stabiliser sa glycémie, soit on travaille sur la source du problème, par exemple trop de glucides ou une inflammation, soit on travaille sur une augmentation du taux de gras dans l'alimentation pour venir pousser à aller sur le cycle de Randle, c'est-à-dire potentiellement avoir une élévation de glycémie, mais très lisse. Parce que tu peux très bien tourner à 1 gramme de glucose dans le sang et avoir 2,5 millimoles de cétone. Ce qu'il ne faut pas, c'est les variations. Donc aujourd'hui, pour moi, tu n'as pas une glycémie trop haute, tu as une glycémie trop instable. Tu serais à 80, 90 tout le temps, j'aurais pas de problème. C'est parce qu'elle est trop oscillante. Et que du coup, ce que tu t'apportes comme substrat, les quelques glucides, peut-être les quelques protéines et les graisses, peuvent potentiellement être stockés. Mais je veux pas laisser entendre que parce qu'on consomme plus de gras, on le stocke. Non, s'il n'y a pas d'insuline, on peut pas le stocker. Et s'il y a de l'insuline, ça veut dire qu'il y a eu soit trop de protéines, soit trop de glucides, soit trop de stress, soit... Quand il n'y a pas que l'assiette.
Mais c'est pas parce que tu as mangé trop de gras. Après, la question c'est, est-ce que tu avais faim pour manger ce gras? Est-ce que tu l'as mangé à ta faim? Est-ce que c'était plutôt de la gourmandise? Ça ne veut pas dire que c'est ça qui te fasse grossir. Mais quand tu dis j'en ai trop mangé, est-ce que tu en as trop mangé par plaisir? Est-ce que tu en as trop mangé en arrivant à satiété? Et il est fort probable que tu n'en manges pas assez pour ne pas lisser cette glycémie. Alors je vais répondre à ça. Donc en fait, la difficulté que j'ai, je pense que la difficulté que beaucoup de gens ont, c'est que dans le régime cétogène, il y a différents sons de cloche. Donc j'entends ce que va dire telle personne, ce que va dire telle autre, et des fois, eh ben, il y a des choses qui sont discordantes. Par exemple, Joanne, de la chaîne Super Keto, elle conseille un minimum de 200 grammes de gras ajoutés par jour. Donc j'ai entendu ça et je me suis dit, il faut que je mange suffisamment de gras. Donc j'ai ajouté artificiellement trop de gras. Moi, j'aurais jamais mangé autant de gras en fait. J'ai même calculé à un repas, une fois, j'avais mangé, alors en comptant le gras qu'il y avait naturellement aussi dans ce que j'ai mangé 150 grammes de gras. J'avais mangé de la cervelle, j'avais mangé des œufs, j'ai rajouté du gras de bœuf, du beurre, je sais plus ce que j'ai rajouté. 150 grammes dans un seul repas. Tu vois? Donc le midi, si j'avais mangé que 100 grammes de gras, j'étais déjà sur une journée à 250. Et moi, je cours pas des marathons tous les jours, tu vois. Donc déjà, il y a ça. Donc je n'ai pas du tout écouté ma satiété, parce que ma satiété, ça aurait été en manger beaucoup, beaucoup moins. Donc déjà, il y a ça. Après, donc ce que tu dis, effectivement, dans l'idéal, si les gens ont une glycémie qui est stable et voire relativement basse, hein, en dessous de, enfin en tout cas en dessous de mes valeurs, qui pour moi, quand je vois que ça varie, alors ça varie peu, hein, parce que j'ai testé le capteur l'été dernier où je mangeais, mes seuls glucides c'était des fruits, mais j'avais des pics, donc là il y avait quelque chose de très caractéristique. Là en fait, bah, pour quelqu'un, enfin moi si je montre ça à un médecin, il va me dire que ma glycémie, elle est nickel, elle est stable. Bon, ça fait des courbes, mais ça reste dans une fourchette étroite. Mais c'est clair que j'ai bien conscience que c'est trop élevé. Alors ça peut être parce que j'ai pas un bon sommeil, mon état de stress, il est pas, j'ai pas d'état de stress particulier, mais effectivement il peut y avoir une petite inflammation, il peut y avoir tout un tas de choses dont j'ai conscience, hein. Et du coup, voilà, ce que je voulais dire c'est ça, c'est que beaucoup de gens ne se mesurent pas comme je me mesure. Personne va faire comme moi, avoir un capteur de cétone plus un capteur de glycémie en continu. Et du coup, il y a plein de personnes qui vont suivre le régime cétogène, qui auront des problèmes de glycémie, ils vont pas s'en rendre compte, et effectivement, ils vont prendre du poids. Tu vois, ils vont faire un peu comme moi, c'est-à-dire qu'ils vont suivre les recommandations, manger suffisamment de gras, mais ils vont prendre du poids parce que leur glycémie, soit elle va être complètement désorganisée, soit elle va être trop élevée. Voilà, donc en fait c'est un petit peu la problématique, c'est que je me mets à la place des gens, j'écoute ce que tu viens de dire, et le problème c'est que les gens, ils n'ont pas forcément les moyens de savoir si leur glycémie, elle est dans les clous ou pas. Voilà, c'est ça un petit peu qui est problématique. Si, ils ont l'appareil de cétonémie capillaire. Pour moi, c'est indispensable. Tu te lances dans l'alimentation cétogène. Tu veux donc être en cétose. Sinon, tu te lances pas dans l'alimentation cétogène. Si tu me dis c'est pour perdre du poids, il va falloir attendre 2 minutes. Donc, c'est pour être en cétose. C'est pour aller chercher les bienfaits de la cétose, qui sont la perte de poids, le focus, tout ça. OK. Donc, tu vas te procurer ça. Tu vas voir comment est ta glycémie, comment est ta cétonémie. Et tu vas moduler tes apports. Moi, c'est simple. Les apports en gras, j'entends ce que tu as dit par rapport à Joanne. Je suis pas là du tout contre cet apport de 200 grammes pour certaines personnes dans certains contextes. Je pars toujours sur 2 fois plus de gras que de protéines. Tu fais 70 kilos. Tu prends 70 grammes de protéines, 140 grammes de gras. Déjà, si tu bascules dans une alimentation avec 140 grammes de gras tout compris, tu mets déjà ton organisme pas mal en difficulté, parce que tu n'étais pas à 140 grammes de gras avant. Donc, venir de but en blanc, passer sur 200 grammes de beurre, tu vas potentiellement endommager ton système digestif, stresser ton organisme, ton esprit, forcément stocker, parce qu'on n'a pas encore une glycémie assez lisse. Bien sûr que le gras est là pour lisser la glycémie, mais je pense quand même que 2 fois le taux de protéines, c'est quand même déjà bien pour débuter. J'ai même des personnes, on est obligé d'être à 1,2, 1,3 grammes du nombre de protéines, parce qu'il y a une incapacité à digérer, il y a un écœurement, il y a des diarrhées, et ça peut générer des carences en vitamines liposolubles. Chaque fois que vous avez une diarrhée grasse, vous laissez éliminer de la vitamine A, D, E, K. Donc pour moi, c'est un peu... C'est subversif d'aller pousser autant sur ce gras.
C'est vraiment s'écouter. Parce que l'alimentation cétogène, c'est un vrai bonheur de pouvoir manger gras. Et j'ai des gens qui me disent, j'en peux plus de ce gras et ça me fait mal au cœur. Oui, il y a forcément plus de gras. Oui, on va avoir un petit peu plus de difficultés à digérer. Mais la petite jeune dont je parlais tout à l'heure, elle a mis 2 semaines à s'y faire. Elle m'a dit, en 2 semaines, c'était un peu compliqué la digestion. Maintenant, je vais très bien sur le beurre. Donc, je pense que c'est pas la peine d'aller trop loin et au besoin, à la donnée, à la glycémie, aux troubles digestifs et tout, on voit si on augmente ou pas le gras, on voit si on diminue la prot, on voit, mais avec des taux, mais pas à l'aveugle comme ça, je mets pas 200 grammes d'emblée. Ce n'est que mon avis. Alors, autre petite remarque aussi qui me vient, toujours par rapport à ça. Donc, je me suis mis un capteur de cétone. J'ai fait une vidéo, là, il n'y a pas longtemps, où je montre les graphiques. Alors, moi, je pensais que les cétones, ça allait être un peu comme la glycémie. Je pensais que ça allait être quelque chose d'assez stable. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les cétones, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend, et il y a plusieurs pics et plusieurs creux dans la journée. Et la problématique, par exemple, de la prise de cétone à jeun, que moi je vois par rapport à François, c'est que, par exemple, moi, ma courbe, de 2 heures du matin jusqu'à 9 heures du matin, elle descend. J'ai mon pic à 2 heures du matin, donc je peux avoir 4, 5 à 2 heures du matin, et ensuite ça descend, et le plus bas à 9 heures du matin. Donc si je prends mes cétones à 7 heures, je vais avoir par exemple 1 millimole. Si j'attends un peu et que je prends à 8 heures, je vais avoir par exemple 0,8 ou 0,5 millimole. Et tu vois, c'est vrai que quand on dit de prendre les cétones à jeun, je pense que, enfin moi en tout cas j'en avais pas conscience et je pense que beaucoup de gens n'ont pas conscience de comment varient les cétones. Eh ben, François, lui, il avait tendance à prendre ses cétones plus tard que moi, mais lui, il a un décalage dans la courbe et lui, au lieu que ce soit à 9 heures le plus bas, c'est un petit peu avant, et lui, le matin, il est en phase ascendante des cétones. Ça veut dire que lui, quand il prend ses cétones un peu plus tard que moi, s'il les prend à 8 heures, lui, il est déjà dans sa phase ascendante, et du coup, il a une valeur plus élevée. Donc tout ça pour dire que quand on prend ces cétones à jeun, on ne sait pas si on est sur sa phase descendante, donc on va vers le plus bas. Et moi, souvent, j'étais vers le plus bas, et du coup, j'avais des cétones très basses le matin à jeun. Et François, lui, comme il y avait un décalage, je crois, de 2 heures, lui, il était dans la phase ascendante où les cétones montent. Et du coup, quand il prenait ses cétones le matin, lui, il avait forcément des valeurs plus élevées. Alors bon, ça c'est normal, hein. Le capteur de cétones en continu, c'est quelque chose de nouveau. Tous ceux qui parlent de régime cétogène, ils ne l'ont pas testé, et donc ils ne savent pas que... Enfin, je pense, hein, ils ne savent pas qu'il y ait une telle variation. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir comment ça varie sur quelqu'un comme toi, qui est en alimentation cétogène depuis longtemps, une alimentation hypotoxique et tout. Parce que ma théorie, ce serait qu'il y aurait moins de variations entre le haut et le bas. Ma théorie, c'est que peut-être que si toi, parce que tu es dans un cétogène thérapeutique, peut-être que si toi, tu es par exemple à 4, et bien que tu descendras à 2, alors que François et moi, on descend à 0,5 et même en dessous de 0,5, tu vois. Et là, François, il a essayé pendant quelques jours de faire attention à ne pas manger trop de gras et tout, parce que c'est pareil aussi, quand tu manges trop de gras, tu as des pics, mais je me dis, mais ça sert à quoi d'avoir des pics? Parce que c'est pas constant en fait. Les cétones, c'est pas comme la glycémie. Tu peux avoir une glycémie qui est à peu près stable. Les cétones, c'est pas comme ça. Tu manges beaucoup de gras, tu vas avoir un super pic, et ensuite tu vas avoir un creux. Du coup, l'apport de cétones qu'on pourrait imaginer, une espèce d'apport continu pour nourrir notre cerveau et tout ça, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, moi, dans les mesures que j'ai prises, ça marche pas comme ça. Donc tu manges beaucoup de gras, tu as un pic, mais ça redescend assez rapidement, et donc j'en vois pas l'intérêt. Et donc j'aimerais, alors Boris, quand il aura reçu son capteur, il va tester, et c'est vrai que ce serait génial que toi tu puisses tester. Alors bon, il faut mettre un truc sur le bras pendant 2 semaines, il faut accepter, voilà. Bon, c'est pas compliqué, ça fait pas mal et tout, mais ce serait génial en fait d'avoir des personnes qui pourraient un peu servir d'étalon, tu vois, de dire voilà, ça c'est une courbe de cétone normale. Parce que moi, j'ai interprété ma courbe, mais je sais bien que moi, je ne suis pas normal parce que j'en suis qu'au début déjà, que je suis probablement pas céto-adapté, que François, même s'il fait ça depuis 8 ou 9 mois, c'est pareil, il a peut-être des petits problèmes de santé, d'insulinorésistance ou je sais pas. En tout cas, on ne peut pas interpréter nos courbes. Et moi, j'aimerais un maître étalon, des maîtres étalons, pour pouvoir mieux interpréter les choses. Ce serait pas la vérité, ce serait pas l'ultime étalon, comme tu dis. Ce serait un exemple, mais ce Oui, serait effectivement.
de voir vous qui êtes dedans depuis une petite année, moi qui suis dedans depuis presque 4 ans et demi, et puis effectivement Boris qui y est depuis, je sais pas, 2014, je crois. Non, ça 2018. c'est peut-être le riche 2013, je Mm. crois. Donc oui, ce serait intéressant, oui, complètement. Ouais. T'as envie de le faire ou pas? Oui, oui, oui. Moi, je déteste les aiguilles. Ah bah non, t'inquiète. Non, non, t'inquiète. Franchement, c'est un capteur que tu mets avec un applicateur, t'appuies, ça fait même pas mal. Et puis c'est une aiguille souple, hein. C'est pas une aiguille qui te rentre dans le muscle, hein. C'est une aiguille qui va en sous-cutané. Donc franchement, Non, mais ça me fait absolument rien. Moi, les appareils de glycémie, de cétonémie au bout du doigt, pour le coup, rien. Mais moi, c'est dès qu'on touche à des veines. Dès qu'on touche à... Voilà. Mais pourquoi pas, oui, pour la science. Je suis déjà en train de faire des choses pour la science, donc je parlerai plus tard. C'est encore trop tôt. J'ai fait déjà des choses. Mais pourquoi pas, ouais. Je note dans un coin de ma tête et je te tiendrai au courant si je le fais, quand je le fais, tout ça. Ok. bon, très bien. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il suit le régime cétogène depuis 1 an et qu'il a un problème de sel qui flotte alors qu'il prend UHCl bétaïne, des lipases. Alors moi j'ai un petit peu regardé cette problématique des sels qui flottent parce que c'est vrai que en régime cétogène, systématiquement, tout le monde dit que c'est parce que tu digères pas le gras. Alors il n'y a pas que ce cas de figure. Parce que moi j'ai eu tendance à faire ça avant de faire le régime cétogène. Et du coup, bah, il n'y a pas que le gras qu'on digère pas bien qui entraîne des selles flottantes. En fait, ça peut être le fait qu'il y a de l'air qui est dans les selles, notamment à cause de fibres ou pour différentes raisons, mais il n'y a pas que le problème de gras. Alors comment voir si c'est du gras qu'on digère pas ou pas? Je ne sais pas, à part faire analyser ces selles. Parce que j'entends tout le temps les personnes qui sont au régime cétogène, qui répondent à ce type de questions et qui disent que c'est forcément du gras qu'il y a dans les selles. Bah, pas forcément apparemment. Non, moi, du gras dans les selles, c'est des selles qui sont enrobées de glaire. Pas forcément qui flottent. Alors, généralement, elles flottent, oui. Mais si c'est juste flottant, effectivement, moi, j'aurais dit des gaz. J'aurais dit que c'était une fermentation. Pas forcément des fibres. J'aurais pensé au gaz des bactéries. Et là, j'aurais pensé faire un fécalogramme pour voir le taux d'acide gras libre, le pH des selles, pour aller voir s'il y avait une pullulation bactérienne, si c'était... Voilà, j'aurais dit ça. Bon, généralement, les gens vont pas faire un fécalogramme pour ça. Mais effectivement, j'aurais pas forcément pensé aux graisses, à la condition qu'il y ait pas de glaire autour des selles. Alors on passe à un sujet beaucoup plus léger, les sucrants en régime cétogène. Alors il y a quelqu'un qui demande, pourriez-vous parler des sucrants qu'on peut utiliser en céto? En ce qui me concerne, la grosse problématique dans notre société, c'est qu'on mange trop de sucre, trop d'aliments sucrés, trop d'aliments avec une saveur sucrée. Et qu'on sait que ça a un impact assez fort sur notre cerveau. Ça va entraîner des décharges de dopamine. Ce circuit de la récompense qui est surstimulé, il va vouloir être toujours plus stimulé. C'est un petit peu notre talon d'Achille. Dans la nature originelle, il y avait très peu d'aliments riches en sucre, c'était très rare. Et c'est pour ça que quand on en trouvait rarement, notre cerveau il nous disait ah, c'est génial, j'en veux encore. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y en a partout, tout le temps, à volonté. Et cette question, quel sucrant on peut manger en mode céto, moi je dis attention, attention, là il y a un piège. Évidemment, on peut conseiller quelques sucrants ou dire que c'est les moins pires, mais c'est un piège. En régime cétogène, il faut quand même avoir conscience que un des objectifs, à mon avis, c'est d'arriver à se désaccoutumer de cette saveur sucrée. Et le problème, c'est que les gens qui ont tendance à rajouter des aliments sucrés en cétogène, eh ben, ils en mangent régulièrement, trop régulièrement. Et avec ça, en fait, ils vont associer des aliments gris, par exemple pour faire des desserts à base de poudre d'amande, des purées d'oléagineux. Ils vont rajouter des sucrants, alors on peut rajouter de la stevia, l'allulose qu'on ne trouve pas en Europe, mais qu'on trouve aux États-Unis, qui serait un sucrant exceptionnel, d'après ce qu'on en dit. Et nous, ce qu'on trouve, c'est de l'érythritol, qui est un sucrant qu'on met dans la catégorie des aliments gris, qui va perturber notre microbiote intestinal. Donc voilà, donc il y a des sucrants qui sont gris pour moi, qu'on peut utiliser, mais c'est un vrai piège. Ça, c'est un vrai piège. Et c'est plus facile de se désaccoutumer, de ne pas en manger au quotidien, plutôt que d'en manger de temps en temps. Les édulcorants sont de toute façon des aliments gris. Il n'y aura jamais aucun édulcorant qui sera considéré comme ultra propre, tout simplement parce qu'il n'a absolument rien
Il apporte pas de valeur ajoutée à l'aliment en lui-même. Il vient pas enrichir votre microbiote, enrichir votre énergie. C'est un additif, pas forcément mauvais, mais c'est un additif. Et un additif n'a pas forcément de rôle sur le plan nutritionnel. Maintenant, moi, si je vais vous pousser à aller vers des édulcorants, c'est des édulcorants qui apportent autre chose. Par exemple, la noix de coco, le yaourt de coco, on est à 4 grammes de glucides au 100 grammes, c'est sucré. Il n'y a pas d'édulcorant dedans. C'est un édulcorant naturel. La cannelle, la caroube, l'hibiscus. On va avoir des aliments comme ça qui vont vous apporter cet édulcorant. Mais malgré tout, pour moi, ça reste quand même une béquille. Et je conseille de prendre des édulcorants, fruits des moines, stevia, allulose, myo-inositol. Pourquoi pas? Pour parer l'urgence. Soit l'urgence de faire un gâteau parce que vous allez dans votre famille et que vous n'avez pas du tout envie de vous faire assassiner par des questions bizarres. Donc vous dites, allez hop, on fait un gâteau keto. Comme ça, tout le monde mange le même et c'est bien sucré. Soit pour les urgences, pour les addictions, hyperphages et tout ça. Préférez toujours que vous mangiez un peu trop de stevia que vous alliez dans les bonbons Haribo. Donc pour moi, ça doit rester, voilà, c'est un peu une issue de secours, mais on essaye surtout de rester sur des aliments naturellement sucrés. Alors, petite question de Gérard. Excellente vidéo. Une sur le problème du Keto-Rash et sa solution, si elle existe, serait la bienvenue. Alors, le Keto-Rash, d'après ce que j'ai compris, c'est lié à une libération des toxines qui sont stockées dans la graisse corporelle. Évidemment, en maigrissant, ces toxines, comme tu as expliqué tout à l'heure, qui sont stockées dans le tissu adipeux, elles vont être libérées. Et donc, ça va entraîner des petits problèmes. Est-ce que c'est bien ça le Keto-Rash ou est-ce que je me plante? Non, tu te plantes pas, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense qu'il n'y a pas encore une seule personne qui a réussi à mettre le doigt sur exactement ce que c'était. Moi, j'ai quelques hypothèses à travers des lectures que j'ai fait sur le microbiote, à travers ce que j'ai pu observer, donc je peux relever ici. Pour moi, il peut y avoir différentes sources de kétorash. La première chose, pour moi, ça va être le bascule en cétose, va faire ce qu'on appelle, ce que j'ai dit tout à l'heure, une élévation d'acide urique par compétition entre nos déchets et nos cétones. Ce qui va faire qu'on va libérer beaucoup plus de cétones dans le sang et du coup empêcher certains taux d'acide urique de sortir. Parce qu'on a toujours un même volume qui sort, mais ce sera toujours les cétones qui sortiront avant l'acide urique. Une élévation d'acide urique va forcément générer une augmentation de l'inflammation sous-cutanée et sanguine et peut potentiellement générer des problèmes de peau. C'est ce que j'ai pu observer, potentiellement avec une élévation d'acide urique et des sensations au niveau de la peau. La deuxième chose que j'ai pu observer, c'est que lorsqu'on souffre de dysbiose, porosité intestinale et qu'on se lance dans l'alimentation cétogène, on a tendance à décimer son candidat albicans et même potentiellement ses firmicutes. Nous sommes constitués à genre 90% on est firmicutes bactéroïdettes, sauf que si vous avez eu tendance à prendre du poids, vous avez débalancé vers les firmicutes. Donc vous avez beaucoup plus de firmicutes que de bactéroïdettes. De venir nourrir l'organisme de protéines et d'acides gras, on va venir davantage se retrouver vers les bactéroïdettes et donc laisser nourrir les firmicutes, lesquelles, lorsqu'elles meurent, libèrent des toxines. Donc ça se rapproche un peu de ce que tu disais là. Ça libère des lipopolysaccharides qui vont se retrouver dans l'organisme et qui vont potentiellement, encore une fois, c'est un déchet, je pense, éliminé par la peau. C'était ces deux choses-là, je pense, tout ce qui va être kétorash. Pour moi, c'est faisant une détox liée à la cétose, une détox liée à l'intestin, à la destruction du candidat, évidemment, puisque le candidat génère énormément d'impact sur la peau une fois qu'il meurt. Ce serait un peu plus ça, parce que généralement, les personnes qui se remettent à manger des glucides pour cesser la crise de kétorage, ça marche. Mais chez certaines personnes, quand elles se rebasculent en cétose, ça va, ça refait pas le kétorage. Mais j'ai des gens, c'est à chaque fois. Mais j'ai quand même envie de croire fortement à mon hypothèse sur l'acide urique, parce que j'ai des personnes, elles sont rares, mais j'en ai, qui basculent en crise de goutte quand elles basculent en cétose. Donc on a bien une élimination des déchets cétoniques dans l'urine, avec une augmentation du taux d'acide urique qui se transforme en crise de goutte. Très bien, merci. Alors, une question maintenant de Simons. Alors là, qui va nous parler de la quantité de protéines. Par contre, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Bonjour, impossible pour moi de descendre sous 2,5 g de protéines par kilo de poids de corps sans avoir très faim, même avec des prises de 150 g de lipides par repas. Et si je dépasse, j'ai remarqué que je suis écœuré, donc j'imagine que c'est si je dépasse le gras, mais j'ai faim malgré tout et je passe ma journée à penser à l'alimentation. Donc pour les sportifs intensifs, je pense qu'il faut monter bien au-delà des 1 g, surtout si pas de problème de résistance à l'insuline.
Alors, on suppose que c'est quelqu'un de sportif. Alors évidemment, quand on parle des quantités moyennes de protéines, c'est évidemment des ordres de grandeur. En fait, on devrait donner les chiffres pour un homme et pour une femme. Ensuite, on devrait donner pour des hommes, des jeunes femmes. Ensuite, des femmes et des hommes à partir de, je sais pas moi, 50, 60 ans et plus, parce que les besoins ne sont pas du tout les mêmes dans la mesure où on sait très bien que notre système digestif, malheureusement, plus ça va, moins il fonctionne bien. Et du coup, pour ne pas être carencé en protéines, pour arriver à apporter au corps ce dont il a besoin, on doit en apporter plus parce que notre système digestif est de moins en moins performant. Quand vous apportiez 100 grammes, supposons, on va prendre le chiffre 100, hein, retenez pas le chiffre, 100 grammes de protéines à 20 ans, vous arriviez à assimiler, je sais pas moi, on va dire un chiffre au hasard, 90%, et bien quand vous allez arriver à 50 ou 60 ans, ce sera plus 90, ce sera 50. Donc il y a cette problématique-là dont il faut tenir compte. Retenez forcément que voilà, plus vous êtes âgé, plus vous avez besoin de protéines, et par rapport aux chiffres qu'on donne, qui sont généralement pour des jeunes adultes, il faudra en prendre plus. Et c'est évident que si vous êtes un sportif, un grand sportif, hein, parce que là tu nous parles de sportif intensif, il faut aller jusqu'à je ne sais pas combien. Après c'est à vous de trouver votre équilibre. Après, ce qui n'est pas évident dans ce que tu dis, tu penses tout le temps à la nourriture, que tu as faim, alors je sais pas trop. Je sais pas, peut-être Salomé, elle apportera des réponses. Alors, moi, là, déjà, quand je vois 2,5 grammes de protéines par kilo, je dis, OK, effectivement, c'est quelqu'un qui fait du sport. À mon avis, c'est quelqu'un qui fait du sport ou quelqu'un qui a très faim. Donc déjà, moi, je me dis pas, il y en a trop. Je me dis, c'est quelqu'un qui fait du sport ou c'est quelqu'un qui a très faim. Je vois pas de mal à manger 2,5 grammes. Bien sûr que je n'encourage personne à manger 2,5 puisque je sais que métaboliquement parlant, ça n'a pas beaucoup plus d'avantages d'être au-dessus des 1,7. Mais si c'est un besoin intrinsèque de la personne de se nourrir de la sorte et que ça dure quelques semaines parce qu'elle vient de se lancer dans un régime cétogène ou carnivore et qu'il y a un besoin de se remplir, je suis OK. Mais je regarde en face le taux de protéines, le taux de lipides, pardon. Et j'ai noté qu'elle a dit 150 grammes. Mais là, je ne sais pas si c'est 150 grammes ajoutés ou 150 grammes totaux. Parce que si on est à 2,5 grammes de kilo de poids de corps de protéines et qu'on est à 150 grammes totaux sur la journée, c'est très très maigre comme journée. Et sur le repas, pourquoi pas, mais est-ce que c'est ajouté ou est-ce que c'est avec la viande? Alors là, c'était par repas déjà. 150 grammes de lipides émis par repas. Et donc, est-ce que par repas, c'est ajouté ou c'est directement avec la viande? Parce que elle va facilement monter à 70 grammes de gras en termes de viande si elle prend de la viande grasse, vu la quantité. Ce qui veut dire qu'elle mettrait quoi? Allez, 50, 70 grammes de gras dans l'assiette, c'est pas énorme. Il faut au moins autant de gras que de protéines dans vos repas, mais on est à 2 fois plus pour arriver à satiété s'il faut. Donc pour moi, il y a potentiellement un manque de gras à chaque repas. Et si c'est pas le cas, si cette personne elle consomme bien 150 grammes de gras ajoutés avec ses protéines, il est fort probable qu'elle soit en pleine reverse diet, c'est-à-dire qu'elle est en train de relancer un métabolisme et que son métabolisme est en train de lui dire donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il faut absolument pas couper court. Il faut continuer à manger en veillant toujours à avoir au moins 1,5 g de plus de lipides que de protéines. Donc même si elle arrive à 3 grammes de protéines, ce qui est assez énorme, je vous l'accorde, mais il va y avoir une quantité phénoménale d'acides gras de l'autre côté qui va déjà venir quand même protéger d'un surplus hyperprotéiné. Et généralement, on arrive à satiété avant. Donc je pense quand même qu'il y a un manque de gras. Et l'autre chose, c'est la qualité des acides gras. Si on n'est que sur l'huile végé et qu'elle se gave d'huile d'olive, elle peut toujours chercher la satiété. Moi, je pense que c'est très compliqué de trouver la satiété avec des sources végétales. Par contre, du chiffre du bœuf, du saindoux, de la crème fraîche, même s'il faut, du beurre, évidemment, du ghee, on peut trouver plus facilement sa satiété là-dedans. Et dernière chose, 2,5 grammes de protéines, mais j'ai beaucoup de personnes qui comptent toutes les protéines. Les légumes, les graines, les oléagineux, le fromage et tout. Alors oui, le fromage, ça peut compter. Moi, j'ai tendance à pas le faire compter pour pas qu'on vienne trop en ajouter. Mais 2,5 grammes de prot, mais oui, mais est-ce que c'est que de la viande, des œufs et du poisson? Il y a aussi cette question-là. Et justement, si cette personne a très faim, il faut qu'elle mange de la viande. Donc des œufs ou du poisson, parce que ça ne rassasie pas énormément chez les grands sportifs. Et dernière chose, et je suis désolée pour cette réponse bavarde, il est probable, je ne sais pas si elle fait du sport, qu'elle prenne du collagène. Et si cette personne prend du collagène et qu'elle le comptabilise
Bah, si tu as déjà 20 grammes de collagène dans ta journée, t'attends pas à ce que ça te rassasie. Parce que la poudre, ça n'a jamais rassasié personne. Donc, encore une fois, on n'a pas encore tous les tenants et aboutissants. Peut-être que cette personne, elle mange peut-être trop de protéines aussi et que ça va lui amener peut-être des pics de glycémie qui vont lui donner faim aussi. C'est peut-être une possibilité. Oui, c'est pour ça qu'il faut pas lésiner sur le gras en face. Et qu'il faut, si jamais au bout des 2 grammes de gras par rapport à 1 gramme de protéines, on a encore faim, je conseille toujours de continuer à pousser un peu sur le gras, au moins jusqu'à 2,5, au besoin rajouter des protéines grasses. C'est pour ça, moi, je pense que ce serait intéressant d'aller voir. Et là, je vais gratter beaucoup plus loin dans l'assiette pour voir quelle est la qualité et la quantité. C'est vrai que souvent, en fait, quand les gens ils nous laissent des commentaires, il nous manque plein d'informations, il y a plein de zones d'ombre et que on répond mais peut-être à côté parce que bah, comme tu as dit on ne sait pas si c'est le gras ajouté ou si c'est le gras en tenant compte de tout. En fait les gens ils se rendent pas compte que pour qu'on puisse leur apporter une réponse suffisamment précise il faut qu'ils soient précis et là c'était pas assez précis, c'est pas grave, tant pis. Alors autre question, Anne-Sophie. Alors Anne-Sophie elle a des problèmes avec le sel et il y a pas mal de personnes qui ont des problèmes avec le sel. Le problème qu'il y a avec le sel il est d'ordre psychologique. Est-ce que je ne vais pas mourir à manger trop de sel? Bon, alors on a expliqué que non, que le sel pose problème quand on a une alimentation riche en glucides, parce que on va produire beaucoup d'insuline et que cette insuline elle va retenir l'eau et le sel, et que mécaniquement notre tension elle va s'élever. Par contre, quand on a une alimentation qui est pauvre en glucides, eh ben insuline plus basse, donc on va perdre tout cet excédent d'eau et on va retenir moins de sodium, c'est pour ça qu'on doit en manger. Là, moi, je me suis fait une analyse de sang, mon taux de sodium, il est dans la limite inférieure basse de la fourchette, et j'ai un brassard pour prendre ma tension, donc je mesure la tension pareil, parce que je me demandais quand même si je faisais pas des bêtises, et ma tension, elle est autour de 12,7, alors un peu moins de 12 et un peu moins de 7, mais bon, on va arrondir à 12,7, donc ce qui est plutôt pas mal, hein, donc ça va. Donc ça c'était pour la première problématique. Et ensuite, concrètement, on fait comment pour ajouter du sel? Alors on en a parlé dans la vidéo, enfin en tout cas toi t'en as parlé, Salomé. Alors pour les quantités, c'est pas évident, parce que effectivement, on n'a pas tous les mêmes besoins. Comment est-ce qu'on peut arriver à savoir quels sont nos besoins? Est-ce que j'ai besoin de 6 grammes, 8 grammes, 10 grammes, 12 grammes de sel par jour? J'en sais rien. Moi, je fais au pif. Après, tu vas nous dire ce que tu conseilles et comment tu fais. Moi, je fais au pif. Le matin, je me prends un verre d'eau avec du sel. Alors moi, je ne prends pas du sel en poudre. J'ai une bouteille d'eau où je mets pas mal de sel. Je mets du sel de mer, je sais pas, 200 grammes. Je rajoute de l'eau, j'agite, je fais dissoudre le sel, et comme ça, quand je rajoute mon eau salée, ça se dilue instantanément dans mon eau. Parce que quand vous mettez du sel dans l'eau, bah, il faut touiller. Moi, c'est ma technique, j'ai une bouteille d'eau saturée en sel, et c'est ce que j'utilise pour saler ma mayonnaise, saler ma sauce de salade, parce que là, le sel est déjà dilué. Donc, le matin, je prends à peu près 400 ml d'eau légèrement salée. Ensuite, je rajoute, chaque fois que je bois un peu d'eau dans la journée, eh ben, je mets un petit peu de cette eau salée. Et je me suis rendu compte que je buvais pas assez d'eau, entre parenthèses, que j'avais tendance à me déshydrater. Alors je m'en suis rendu compte parce que ma paupière, là, bon, on va pas le voir, mais bon, ma paupière, eh ben, elle faisait la marque quand on est déshydraté. Vous savez, quand vous pincez la peau de la main, et quand ça met 3 plombes à reprendre son état normal, eh ben, ma paupière, elle faisait ça. Je me suis dit, merde, il y a un problème, là, je me déshydrate de la paupière. Donc non, mais je me déshydratais en fait, donc je buvais pas assez. N'oubliez pas que l'eau pure, c'est un très mauvais hydratant, que pour que votre corps puisse retenir l'eau, il faut qu'il y ait un petit peu de sodium. C'est pas pour rien que les liquides, enfin les boissons des marathoniens, il y a toujours des électrolytes dedans, dont du sodium. Et puis ensuite, je sale généreusement mes plats en fait. Je mange mes plats salés, mais après, je considère que la saveur de la langue, elle va me dire en fait si c'est vraiment trop salé, si ça brûle la langue, si c'est écœurant. Bah, j'aurais mis trop de sel. Pour l'instant, moi je fais comme ça et du coup, je mesure pas. L'idéal, moi ce que je vous conseillerais, c'est de prendre un petit pot. Vous avez une balance précise. Alors ne prenez pas une balance de cuisine qui est précise à 1 ou 2 grammes près. Parce qu'une balance qui est précise à 1 gramme près, ça veut dire que si vous mesurez 10 grammes,
vous ne saurez pas s'il y a 9 ou 11 grammes. C'est ça que ça veut dire 1 gramme près. C'est moins 1 gramme plus 1 gramme. Donc prenez une balance suffisamment précise. Vous faites, supposons que vous prenez un petit pot et vous mettez 8 grammes de sel. Et toute la journée, vous allez utiliser ce sel-là. Voilà. Et là, vous allez voir le soir. S'il en reste, vous pesez ce qui reste. Et comme ça, vous saurez combien vous avez mangé de sel dans la journée. Donc ça peut être une solution. Moi, je fais au pif, mais je vous conseille pas forcément de faire ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas connectés à leurs sensations et qui ont peur de se planter et qui préfèrent avoir une quantité à consommer. Mais dites-vous une chose, c'est que quel que soit le grammage qu'on vous donne, on ne peut pas savoir si vous avez besoin de 8 grammes, de 6 grammes ou de 14 grammes. On ne peut pas le savoir. Ça dépend de vous, ça dépend de votre état de stress, ça dépend de votre activité physique, ça dépend de la température. En été, en hiver, ce ne sera pas la même chose, etc. Voilà, donc comment tu conseilles les gens par rapport à toutes ces interrogations liées au sel? Ah bah exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire que j'arrive et je demande, tu prends combien de sel? Et généralement, on me dit, j'en prends beaucoup. Combien? Je sais pas. Bon. Alors, mesure combien tu prends du sel. Donc déjà, le matin, on se lève, on met 8 grammes dans un petit pot et on voit où on en est à la fin de la journée, s'il en reste 2, s'il en reste 3, si vous êtes resservi. Et déjà, ça nous donne une base. Et là-dessus, je viens y accoler vos sensations. Envie de sucre, fatigue, brouillard mental, constipation, miction fréquente, la nuit. Et en fait, c'est là-dessus qu'on va venir doser. Vous étiez à 4, monte à 5, monte à 6, monte à 7. Comment est ta tension? On continue de monter. S'il y a des déséquilibres, on redescend. J'ai même des fois fait descendre quasiment à 0 pour remonter doucement. 24 heures sans sel pour remettre du sel. Parce que la personne ne savait plus du tout où on était de ses sensations. Donc en fait, il n'y a pas de juste mesure. Déjà, sachez combien vous consommez. C'est déjà important de savoir si vous êtes à 4, à 8, à 12 ou à 20. Moi, je sais que là, l'hiver, je suis à 12 et l'été, je suis à 20. Je suis à 25. Je peux monter jusqu'à 25 quand il fait très très chaud. Mais du coup, je le sais parce que j'ai eu ce réflexe de dire, tiens, regarde combien tu consommes. Mais je me force pas à consommer ça. Vous, si vous savez que vous consommez très peu et que vous avez des troubles tels que je viens de les énoncer, va falloir faire l'effort d'augmenter. Si pour vous, c'est compliqué de prendre du sel, prenez du Quinton. Mettez de l'eau du sel dans de l'eau, comme l'a dit David. On peut aussi les prendre en gélule, mettre 1 gramme de sel dans une gélule comme un complément alimentaire et l'avaler. Il y a plusieurs façons de faire, mais la base, c'est de savoir où on en est et corréler ça à ses sensations de manque. Bien évidemment que je ne peux pas vous dire que tu en manques de sel si tu présentes pas de manque, en fait. Donc, chez certains, ça va être 3 grammes même en cétogène, parce qu'il y a encore un peu d'insuline, parce qu'il y a encore un peu d'inflammation et qu'il n'y a pas de raison de venir supplémenter en ce rétenseur. Et chez certaines personnes qui vont très bien éliminer, perdre du poids, éliminer tout ce qui est insuline, inflammation, bah là, il va falloir peut-être 7, 8, 10, 12, 14, on ne sait pas. Alors maintenant, une question de Kiwi Ben. Kiwi Ben. Alors bonjour, merci pour ces vidéos, vous êtes tous les deux extra. Je le lis parce que ça fait plaisir. Ben oui. Alors dans une vidéo récente sur la chaîne de Joanne, Super Keto, elle conseille d'éviter de sauter le petit déjeuner quand on fait le jeûne intermittent parce que c'est là qu'on assimile le mieux les nutriments et qu'on risque de détraquer son métabolisme en sautant le petit déjeuner. Même si, comme toujours, on ne peut pas généraliser, elle apporte des arguments intéressants. Je suis David depuis des années et j'aimerais avoir vos avis là-dessus, comme le jeûne intermittent est un des sujets importants de cette chaîne. Merci et j'ai hâte de votre prochaine vidéo. Ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé à me rendre compte que ça posait probablement problème avant de commencer le régime cétogène sérieusement. C'était cet automne, à la fin de l'automne. Et je me rendais compte qu'en fait, sauter le petit déjeuner et donc manger à midi, moi j'avais une faim du matin jusqu'à midi. Et je me suis dit, mais c'est quand même, je pense que c'est pas bon, intuitivement c'est pas bon d'avoir un stress chronique, parce que là du coup, quand c'est tous les matins, systématiquement c'est chronique, avoir cette espèce de stress chronique, alors que mon cerveau, il sait que le frigo est plein, qu'il y a de la nourriture partout, je lui impose, pour une raison qui est complètement débile, c'est parce qu'il y a un couillon un jour qui a dit qu'il fallait sauter le petit déjeuner et que le jeûne intermittent c'était génial. Donc j'ai écouté cette personne-là comme un idiot, j'ai appliqué bêtement ses conseils jusqu'à ce que je me rende compte qu'à mon avis c'était pas une bonne idée. Et donc j'en suis arrivé à cette conclusion que c'est probablement pas une bonne idée. Que si mon corps il m'envoie un message de faim intense dès le matin, si je ne l'écoute pas, qu'est-ce qui va se passer? Il est probable
que ce stress chronique va générer de la néoglucogénèse, que mon corps va essayer de produire du glucose à partir de mes muscles, tout simplement, et c'est ce qu'il fait dans tous les états de stress. Donc je me suis dit, mais moi qui ai quand même du mal à prendre du poids, qui suis mince, qui ai des muscles fins et secs, si j'ai un mode de vie qui en plus va entraîner petit à petit une transformation de mes muscles, ou, alors pas que les muscles, hein, tout à l'heure je vous ai parlé du collagène qu'il y a dans notre peau, qui est aussi utilisé pour fabriquer du glucose, et ben c'est pas une bonne idée. Et depuis décembre, je crois que j'ai commencé en décembre. Mon repas de midi, je le mange à 9 heures, donc ça je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos. Mon premier repas, il est à 9 heures, mon deuxième repas, il est à 18 heures. Et du coup, j'oublie complètement toute cette notion de jeûne intermittent. Alors effectivement, on peut dire que je fais un jeûne intermittent, mais pour moi, en fait, cette histoire de jeûne intermittent, c'est mal compris des gens, c'est mal compris de ceux qui le conseillent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont restreindre leur plage alimentaire, qui vont manger pendant cette plage alimentaire et qui vont manger alors que leur estomac n'est même pas vide du repas précédent. Résultat, ils vont avoir une indigestion ou une mauvaise digestion du deuxième ou du troisième repas. Pour moi, le but du tube digestif, c'est d'arriver à digérer et assimiler ce qu'on lui met dedans. Si vous vous créez une indigestion chronique en ayant des repas trop rapprochés, vous allez mal digérer au moins les repas suivants, le premier repas de la journée. Et donc vous allez dépenser plus d'énergie, vous allez assimiler moins de nutriments, parce que s'ils ne sont pas complètement digérés, ils ne vont pas pouvoir être assimilés, et donc c'est pas une bonne idée. Donc cette histoire de jeûne intermittent, pour moi, c'est vraiment pas une bonne idée. Oui, une pause digestive, mais pas au prix d'une mauvaise digestion. Donc voilà où j'en suis. Je mange un repas le matin quand j'ai faim. Bon, il se trouve que c'est à 9 heures, parce que du coup, c'est un repas de midi, donc il faut quand même que je cuisine. Et puis un autre repas à 18 heures quand j'ai faim. Qu'il y ait une pause digestive ou pas, je m'en fiche complètement. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que je digère bien mes deux repas, que le soir, je ne sois pas gêné par une mauvaise digestion, une digestion trop lourde de mon dernier repas. C'est ça qui est le plus important, que mon sommeil ne soit pas perturbé par mon repas et que je digère bien ce dernier repas. Le jeûne intermittent, ça me pose problème. Voilà. Alors, je n'ai pas répondu à la question de Johan qui conseille le matin pour éviter de déséquilibrer notamment le système hormonal, mieux assimiler les nutriments. Alors peut-être, encore une fois, quand vous n'êtes pas habitué à manger le matin, que vous mangez le matin, c'est sûr que les premiers repas, vous n'allez pas forcément bien les digérer, ça va peut-être être un peu compliqué. Vous laissez votre corps quelques semaines le temps de s'habituer, et puis vous allez bien digérer le matin. Après, c'est une question d'habitude qui se prend, et le corps, il va bien s'adapter. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont plus du matin, d'autres moins du matin, qui vont moins digérer le matin, je n'en sais rien. C'est clair que c'est compliqué de faire une généralité absolue pour tout le monde. C'est souvent un piège. En tout cas, moi, ce que je conseille, c'est manger si vous avez faim. Déjà, si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Manger, moi par exemple, si le matin je m'amuse à manger, je sais pas moi, à 7 heures ou à 8 heures alors que j'ai pas encore faim, je sais que je vais mal digérer mon repas. C'est pas une bonne idée. Attendez d'avoir faim. Votre corps, il vous dit simplement, je suis prêt à recevoir des aliments. C'est aussi simple que ça. Donc après, je sais pas ce que tu peux en dire. Il y a plusieurs choses. La première chose, déjà, c'est que je trouve dommage, et là, c'est vraiment général, je ne pointe absolument personne, c'est qu'on se demande combien de fois on doit manger par jour et à quelle heure, avant même de se demander si on a faim. Donc, quand tu disais manger quand on a faim, je pense qu'avant de se demander s'il faut ne pas dîner, ne pas déjeuner ou ne pas petit déjeuner, c'est, moi, je la pose cette question en coaching, quand est-ce que tu as faim? Est-ce que tu manges quand tu passes à table? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as faim entre les repas? Et je parle même d'envie alimentaire. On est d'accord que des fois, la faim, c'est compliqué. Mais est-ce qu'il y a des envies de manger? À partir de là, on voit un peu où ça se passe. Oui, j'ai faim le midi, mais j'ai pas faim le matin. J'ai très faim le soir. OK. À partir de là, je vais essayer de dessiner un profil. Quelqu'un qui a très faim le midi et qui a très faim le soir, ou voire qui a des envies de chocolat en fin de journée, pour moi, il manque d'un repas. Il y a trop de faim. Ça fait trop perdre le contrôle. Dans ce cas-là, je vais orienter la personne à prendre un petit déjeuner. Dans l'absolu, dans la théorie de la chose, oui, je conseillerais toujours de plutôt prendre un petit déjeuner. Pas forcément à 6, pas à 7, pas à 8, pas à 9, quand la personne a faim. Mais un premier repas en première partie de journée. Ça, oui, je le conseillerais toujours. Ne serait-ce que pour la thyroïde.
les apports en acides aminés et en acides gras que vous allez vous apporter au petit déjeuner vont très rapidement être transformés dans la cascade, tryptophane, sérotonine, dopamine, tout ce qui vous donne envie de faire des choses dans votre journée, tout ce qui vous met de bonne humeur, tout ce qui vous donne la patate. Et on peut pas s'asseoir là-dessus dans nos vies aujourd'hui où on va stresser toute la journée, où on va être en retard pour aller chercher le petit, où on va être dans les embouteillages, où on va peut-être manger n'importe quoi le midi parce qu'à la cafette, il y avait rien d'autre que des frites. Donc, je pense que c'est indispensable qu'il y ait un repas de démarrage de journée qui soit maîtrisé, dans de bonnes conditions et qui soit pris au meilleur moment le matin. Je pense effectivement qu'on est enclin à mieux absorber le matin parce que c'est là qu'on a le jeûne. La journée, si on est sur 2 ou 3 repas, on ne fait pas le jeûne de 12 heures. Donc, je pense qu'au matin, c'est le plus intéressant. Mais si on n'a pas l'habitude, on n'a effectivement pas notre horloge circadienne qui va se caler pour sécréter nos sucs biliaires à ce moment-là. Ça se sécrète pas parce qu'on met un truc dans la bouche. C'est aussi une habitude. Donc, venir réintégrer doucement. Un œuf avec un peu de beurre, un demi-avocat, un peu de saumon. Et je pense que ça peut s'installer. Et je pense que rien que le fait d'amener un tout petit quelque chose, vous débloquez déjà quelque chose dans votre cerveau qui vous disait, t'as pas le droit de petit déjeuner, il faut jeûner. Parce que j'ai des gens qui sont en panique. Est-ce que ça casse le jeûne? Est-ce que ça casse le jeûne? Oui, ça casse le jeûne si tu mets un peu de collagène dans ta boisson grasse. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de jeûner? Si tu es si inquiet que ça, est-ce qu'il vaut mieux pas mieux ne pas jeûner? Prendre un bon petit-déj. Et comme tu le fais, David, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le jeûne intermittent, c'est pas le fait de pas manger ces 3 repas. Pour moi, le jeûne intermittent, c'est prendre le contrôle de son alimentation. Mais quelqu'un qui mange quand il a faim, au matin, ce serait bien. Mais on va mettre dans un contexte quelqu'un qui a faim comme toi, vers 9 heures. Quelqu'un qui mange à 9 heures, qui a pas faim le midi, qui mange le soir. Quelqu'un qui a faim à 9 heures et qui a faim le midi, mais qui a pas faim le soir. Pour moi, cette personne, elle pratique pas le jeûne intermittent. Pour moi, elle respecte ses besoins, en fait. Donc, pour revenir à cette question, oui, je suis complètement pour le petit déjeuner qui ne doit pas être éliminé, mais à la condition qu'on ait au moins tenté de le prendre, même petit, et qu'on ait faim pour le manger. Sinon, ça sert à rien. Si c'est pour passer une demi-journée pliée en deux, je pense que c'est pas bénéfique. Petite anecdote au sujet du jeûne intermittent. Il y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a dit, qui m'a posé cette question, qui m'a dit « Je vais être invité tel jour, comment je fais pour rattraper mon jeûne intermittent ?» Donc, du coup, je pourrais pas faire mon jeûne intermittent, comment je fais pour rattraper? Parce que je me suis dit « Mais rattraper quoi? Il n'y a rien à rattraper. T'as un repas avec des amis, tu profites de ton repas, point. Il n'y a rien à rattraper. » Ça n'a pas de sens en fait. On rattrape pas un jour de jeûne intermittent. C'est pas, on n'entre pas en religion hein, quand on mange, quand on pratique le jeûne intermittent. Ça m'a paru tellement bizarre en fait cette question que sur le moment je me suis dit mais je sais pas trop quoi répondre. J'ai la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que les personnes me disent Salomé, j'ai pas pu manger tous mes macros ce midi. Est-ce que je reporte mes protéines et mon gras sur le soir? Mais absolument pas. Vous n'êtes pas en dette ou vous êtes en avance. Vous avez mangé à votre faim. Le soir, vous remangez à votre faim, en fait. Ce sera peut-être la quantité programmée, ce sera peut-être moins parce que vous n'avez toujours pas faim, et ce sera peut-être plus parce que vous avez faim. Il n'y a rien à rattraper, il n'y a rien à reporter. Chaque repas est unique, en fait. Que vous le preniez ou que vous le preniez pas, ça ne va pas jouer sur les autres dans la mesure où vous n'avez pas plus faim ou moins faim. C'est toujours sur ce qu'on se ressent de comment je suis maintenant tout de suite, au moment où je me mets à table, en fait. C'est un instant présent, c'est un moment de méditation, un repas. C'est pas un moment où on a programmé de remplir telle case, telle case, telle case et telle case. Ça montre qu'il y a encore beaucoup de travail autour de l'alimentation, parce que le simple fait qu'on soit obligé de dire aux gens « vous devez manger à telle heure » ou alors « vous devez écouter vos sensations pour manger », enfin tu t'imagines, n'importe quel animal, n'importe quel vertébré sur la Terre, il sait quoi manger, il sait quand manger. L'humain, c'est le seul qui ne sait pas quoi manger, qui ne sait pas quand manger, il ne sait pas s'il doit faire 2-3 repas. Pourtant, c'est simple. T'as faim, tu manges. T'as temps de digérer, t'as temps d'avoir un nouveau faim, tu remanges. Point. Mais oui, mais c'est triste. Et on est tous comme ça. On a perdu cet instinct. On a arrêté de l'utiliser. On a arrêté d'utiliser ça. On se cale sur l'heure, on se cale sur le réconfort. On a perdu ce réflexe et en plus, on a peur. On a peur de prendre du poids. Ils n'ont pas cette peur-là, les animaux. Ils n'ont pas cette conscience d'eux-mêmes. Donc, il y a cette peur de manger égale grossir qui nous a martelé. Donc, il y a je mange, je grossis, je mange parce que c'est l'heure, je mange pas, je perds du poids. Donc, il y a
tout ça, il y a trop de réflexion, hein. C'est Einstein qui disait, enfin, je sais pas si c'est lui qui disait ça, mais en gros, plus t'es intelligent, plus t'es fou, en fait. Et plus on se pose de questions, plus on devient fou, moins on en sait. Et moins on se pose de questions, plus ça devient naturel. Donc, il faudrait cesser de se poser des questions, mais bon, on dit ça au genre humain. C'est le propre du genre humain de se poser des questions. Je dis ça, mais moi, j'ai fait et puis je fais encore des erreurs stupides. J'ai aussi des comportements stupides, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc je comprends les gens. C'est vrai qu'on est dans un monde qui est devenu en fait complètement artificiel. Et même se nourrir, c'est devenu artificiel. On n'est même plus capable de faire quelque chose d'aussi naturel que de se nourrir. Alors bon, on parle même pas de choisir ses aliments, parce que là, on peut en parler pendant des heures. Enfin bon. Donc je pense qu'on arrive à la fin, Salomé. Hein, on a bien travaillé tous les deux. Bah, j'espère effectivement qu'on a apporté des réponses fertiles. J'espère qu'il n'y a pas trop de redites, parce que bon, comme quelqu'un le disait au début du live, c'est une alimentation qui est de plus en plus en vogue. Et j'espère que ça vient nourrir ce que vous écoutez déjà, parce que je sais très bien que ceux qui sont sur ta chaîne sont des gens très avertis, très aguerris, très à l'écoute. Donc j'espère qu'on apporte du renouveau. Oui, non mais c'est clair, c'est clair. Hein, le but de ce question-réponse, c'était de peut-être de reparler de certaines choses plus en profondeur, d'aller plus dans le détail, et puis ben, peut-être aussi de répéter des choses qui ont été dites mais qui n'ont pas été bien comprises. Hein. Moi, je me rends compte dans certaines vidéos, alors que, comme je fais moi-même mes montages, je me réécoute attentivement pour vérifier que je ne dis pas trop de bêtises. Donc je me réécoute, et en me réécoutant, je vois si j'ai bien expliqué les choses, et donc je suis sûr quand j'ai bien expliqué les choses ou quand j'ai mal expliqué les choses. Et là, dans une vidéo récente, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, et je me suis dit, mais la personne, elle n'a pas écouté la vidéo, c'est pas possible, je sais exactement ce que j'ai dit, elle n'a pas écouté la vidéo. Et il y a même des gens qui vont me mettre un commentaire juste avec le titre de la vidéo. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait une vidéo sur l'acide linoléique, parce que, en fait, la problématique de l'acide linoléique, c'est qu'on en trouve aussi dans le gras animal. Et que, avant de faire cette vidéo, je ne savais pas, par exemple, qu'il y en avait autant dans la graisse de porc, alors le porc blanc, puisqu'on peut en avoir facilement 20%. Donc 20% du gras de porc peut être de l'acide linoléique. Et donc je me suis posé ces questions à cause de notre prise de poids, François et moi, et on mangeait beaucoup de porc. Donc je me suis dit, il y a peut-être dans notre alimentation aussi des aliments pas top, parce que cet acide linoléique, il a aussi la super propriété de nous donner faim, et la super propriété de nous faire prendre plus de gras que si c'est un autre gras que l'acide linoléique. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo-là pour dire que aussi dans certains produits animaux, il y a beaucoup d'acide linoléique, et que dans d'autres, il n'y en a pas beaucoup. Puis je parlais des huiles végétales et tout ça. Et puis il y a quelqu'un en voyant le titre qui me dit « Tu racontes n'importe quoi, l'acide linoléique, on en a besoin. » Je lui dis « Mais attends, t'as écouté la vidéo ?» Parce que ce que je dis en début de vidéo, c'est l'acide linoléique, c'est un acide gras essentiel dont on a impérativement besoin. Tu vois? En début de vidéo. Et en plus, à la fin, je le redis, pour être sûr que les gens aient bien compris. Donc je dis pas qu'il en faut zéro. Je dis qu'on en a besoin de peu, et que si on en mange trop, ça devient toxique pour le corps. Voilà. Mais tout ça pour dire que la personne, elle n'a pas écouté ma vidéo, et elle s'est permise de me faire un commentaire pas très sympa, juste avec le titre, tu vois. Bref. Donc, c'est pas toujours évident de se faire comprendre. Souvent, on veut des réponses rapidement, on veut des réponses claires, on veut des réponses à des questions qui ont été posées, sauf que une question posée par l'un ne sera pas posée de la même façon qu'un autre. Et il y en a qui sont assez impatients. Mais si c'est la 10e, 12e vidéo sur laquelle ils tombent et ils ont toujours pas leur réponse, c'est un peu la cagnotte, tu récoltes celui qui est fatigué de chercher, et je n'en veux pas en fait. Enfin, généralement, j'en veux pas, même aux commentaires un peu virulents. Moi, je suis pas comme toi. Hein. Moi, souvent, les commentaires un peu virulents avec un ton comme ça, je réponds avec le même ton. Je ne devrais pas. Ah oui. Je ne devrais pas. Ah oui. Je le sais, j'en ai conscience. Mais les gens, ils n'ont pas conscience aussi que des commentaires, moi, j'en ai beaucoup. Qu'en ce moment, je passe entre 30 et 60 minutes par jour à répondre aux commentaires. Donc, c'est quand même un investissement de temps. Et donc, quand tu lis des commentaires les uns après les autres, et puis des fois, tu vois un commentaire, donc déjà, tu as passé beaucoup de temps. Quand tu as passé 1 heure à répondre à je ne sais pas combien de dizaines de commentaires, et puis que tu en as un qui t'envoie un commentaire comme ça,
et ben, je suis plus patient et du coup je réponds exactement sur le même ton. Je lui envoie un petit scud aussi, voilà. Mais bon, je devrais pas, je sais, mais bon, c'est comme ça. Après, moi j'ai un tempérament un peu vif des fois. Ma chère Salomé, nous arrivons au terme de cette vidéo. On a prévu, on vous l'avait dit, donc on le fera, on a prévu de faire un live. Un live où là on répondra aux questions. Alors j'espère que les personnes qui viendront au live, vous aurez vu les vidéos qu'on a faites avec Salomé, que vous aurez vu ce question-réponse, et donc que vous nous poserez des questions auxquelles on n'a pas déjà répondu 3 fois. Ce serait super. S'il vous Ce serait plaît. super, pas pour nous, parce que nous, enfin, personnellement, ça me dérange pas de répéter, mais plutôt pour ceux qui passent par là, qui auraient besoin d'autres réponses. Mais sinon, moi, ça m'embête pas de répéter, hein. Oui, non, mais c'est ça en fait. C'est que le but, c'est qu'on ait des questions sur des sujets qu'on n'a pas déjà abordés pour apporter des nouvelles réponses. Parce que Il y en aura. les gens qui suivent assidûment les vidéos, bah, ils vont être ennuyés si ils se retrouvent avec les mêmes questions et donc les mêmes réponses. Donc ce serait bien qu'on ait d'autres questions. Voilà. Donc, s'il vous plaît, proposez-nous des sujets intéressants. Merci Salomé pour ce nouveau partage, cette nouvelle vidéo. Ça m'a fait très plaisir, comme les 4 fois précédentes. Bah, je te laisse le mot de la fin. Bah, moi aussi, un immense plaisir, toujours un immense honneur d'être sur la chaîne de David Lormevert, avec une communauté des plus aimables, aimantes, adorables, qui viennent me commenter sous tes vidéos, mais me commenter aussi sous les miennes maintenant. Donc voilà, des amours, merci beaucoup. Des vidéos enregistrées que j'ai enregistrées avec toi de bon cœur, et puis un live très sympa qui nous attend, j'imagine. Ça, c'est sûr. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.